Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Bon après-midi, bon matin, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la Triple Menace, cette édition du 29 janvier 2024. Bienvenue encore une fois. L'une des dernières fois où on va parler de football, de séries éliminatoires. On va en revenir dans pas long. On a eu droit à des excellents matchs. En fait, un peut-être plus que l'autre. L'autre, ça finit un peu en cul de poisson. Quand même deux. Pour vrai, on a quand même eu deux bons matchs. On a eu vraiment pire que ça dans la première ronde. Pour vrai. Mettons que le premier match, le score aurait pu être très différent. Oui. Mais ça, on va en revenir parce que, bien sûr, ça ne serait pas un épisode complet de la Triple Menace s'il n'y a pas une introduction quand même pour commencer de chacun d'entre nous. Je suis Emilio Constanza au micro pour vous accueillir, bien sûr accompagné le trio habituel, mais là cette fois-ci on feel pas tant comme le premier trio des Canadiens. J'ai l'impression qu'on feel avec le même hype que genre le trio Lars Eller, Alexander Semin puis Alex Galchenyuk de 2016. C'est quelque chose dans le genre. Il y a quand même si on peut au moins faire un petit shout-out à Lars Eller. Qui aurait prédit il y a genre 10 ans que ce gars-là jouerait 1000 matchs en Ligue nationale? Shout-out Lars Eller. Stanley Cup champion. Lars Eller. Attends, tu me parles de ce trio-là. C'est qui Alexander Semin? Parce que clairement, il y en a un des trois qui est en arrière. C'est qui le Semin des trois? J'espère que c'est pas moi. Sincèrement, Lars Eller, je peux vivre avec. Galchenyuk, j'aimerais ça, mais Semin, ça m'insulterait un peu. Sérieux? Écoute, je peux prendre Alexander Semin parce que dans le temps qu'il était à Washington, ses premières années, il était dog. Il était menaçant. C'était un menaçeux. Oh oui, c'était un menaçeux. C'était un menaçeux. C'était genre Backstrom, Ovechkin, Semin. Avant que Kuznetsov arrive, c'était ouais, sale. Mais je tiens à dire que Mike Camilleri, Scott Gomez et Brian Giunta les ont sortis des séries éliminatoires. Il y a aussi un gars, apparemment, là, un Slovaque à quelque part, il s'appelle Yaroslav Alak, mais ça. C'est légendaire. Hey, puis ça me faisait juste penser aussi au passage. Là. Mon ami, il m'a envoyé ça hier. Il m'envoie la page complète de Lars Eller sur HockeyDB. Pas une seule fois, le gars, il a eu 40 points dans une saison. Pas une seule fois. C'est malade. 1000 points. Il a fait 39, 38, 37, mais il a jamais fait 40. Hier, j'en parlais. C'était un ancien choix de première ronde, là. Ouais, puis il sait pas que je vais dire ça, mais hier, je parlais avec William Thériault, un gars qu'on connaît bien sur Aléoup, qui est journaliste à la presse maintenant. Puis, écoute, on parlait de Lars Eller, je sais pas pourquoi le sujet est venu, et j'ai sorti une phrase, je pense que ça résume bien la carrière de Lars Eller. Ce gars-là, pour les fans de basket, ce gars-là a fait une carrière en jouant 1000 matchs en tant que 8e homme d'une rotation NBA. A jamais été un joueur partant, a jamais été un 6e homme, a toujours été un gars parfaitement ordinaire, mais qui fait son travail. Ce gars-là, c'est Derek Brassard. C'est vraiment la définition du centre de 3e trio que tu vas chercher, qui, dans un monde idéal, va être un centre de 3e trio qui va faire la job pour une bonne équipe. C'est exactement ça. À la seule différence que Lars Eller n'a pas joué pour le 3/4 des équipes de la Ligue nationale durant sa carrière, mais ça. Non, c'est surtout ça aussi. Mais bref. Hey, tant qu'à parler de Montréal aussi, parce que j'en profite un petit peu de ça, là, j'espère que le monde qui habite hors de Montréal, vous avez bien ri de nous autres cette semaine. Tu m'amènes là pour vrai. Tu m'amènes vraiment là pour vrai. Là. Non, si Mio le faisait pas, j'allais le faire. Pour les auditeurs qui sont là depuis un bon moment, vous le savez que Félix et moi, de 1, on habite la banlieue de Montréal. De 2, on étudie à Montréal, respectivement, moi à l'UQAM et Félix à l'Université de Montréal, Campus Montréal au passage. Donc, il y en a un, vous avez compris, Mio est au cégep, moi à l'université. Exact. Et troisièmement, Pop, lui, il a tout vu ça arriver, il a tout vu ça défiler pendant qu'il était dans son coin de Val-d'Or. Cette semaine, c'était vendredi. Vendredi matin. En plus, le pire, c'est que je me lève le matin, je me dis,
j'ai-tu envie d'aller à mon cours aujourd'hui? Tu sais, c'est comportement typique d'étudiant UQAMien. Je me dis, je file-tu un matin, je file-tu un vendredi matin, comportement. Oui, c'est ça, parce que tout se passe vendredi. Là. Ouais, exact, oui, c'est ça. Puis là, je me dis, je veux-tu aller à mon cours? Mais tu sais quoi? J'ai pas d'excuse. Je vais utiliser l'excuse de genre manquer un cours quand genre je vais pas me sentir mal de manquer un cours. Je m'en vais à mon cours. Termine à 12h30, il a fini un petit peu d'avance. Fait que je me dis, moi, je vais aller pogner le train qui passe à ma station à genre 12h20. Fait que cours fini d'avance. Je suis pour rentrer dans le métro. J'entends à l'intercom, ça dit interruption du service. J'ai dit, bon, ben c'est correct. Je vais revenir plus tard, dans genre 30 minutes pour aller prendre mon train. Parfait, je reviens 30 minutes plus tard. Le message, il passe encore. Et il y a une foule de monde incroyable qui attend. Puis, vraiment pour le monde qui sont... T'étais à quelle station, by the way? Ben voilà, Berry-UQAM, justement, pas n'importe quelle station. La station, là, j'ai l'impression que tout passe, parce que ça connecte la orange avec la verte, avec la jaune, ça connecte trois lignes, tu sais. Fait que je vois tout ça passer, je suis tabarouette, puis là, ça dit, bon, ben ça va être prêt dans 10 minutes. Ouais, 10 minutes, j'attends une autre demi-heure. Ouais, en tout cas, bref, je l'ai eu. Ça, c'était mon expérience de mon côté, mais le meilleur, c'était chez Félix. Écoute, tout ce que Mio vient de vous raconter, je l'ai vécu aussi. La seule différence, c'est que moi, ça a commencé 1 heure avant Mio. Moi, à partir de 11h10, j'attendais ce métro-là qui a fini par passer à 12h30. Fait que le train de 12h09, je l'ai absolument manqué. J'ai attendu, ça a été le bordel. J'étais arrivé à Montmorency pour prendre la 9 parce que le train n'était pas une option. Je n'ai jamais vu autant de monde attendre la 9. Ceux qui sont dans le coin, vous comprenez. Ceux qui sont plus loin, c'est la 9, c'est comme la ligne d'autobus qui fait près toute la rive nord au complet. Là. Puis, il y avait tellement de monde. Sérieusement, à un moment donné, je me suis dit, ils vont avoir besoin d'un autobus voyageur pour rentrer tout le monde. Et, chose qu'il faut savoir, quand je suis sorti du métro, Mio m'a dit, je vais t'attendre, on va pouvoir prendre la 9 ensemble. Et quand je sors du métro pour faire la file qui était interminable, la première chose que je vois en étant installé en file, c'est Mio qui rentre dans l'autobus et qui, au lieu de me dire, viens me rejoindre, me regarde et me fait un bye-bye de toute cette rage avec tes troubles parce que moi, je décalisse d'ici. J'ai eu un peu de haine pour Mio à ce moment-là. Plus que quand les Steelers ont battu les Titans, en fait, je l'ai plus détesté vendredi qu'à ce moment-là. Ça m'a pris, pour faire de Montréal à Beaubriand, ça m'a pris 3h45. Épouvantable. Et il y a eu des pannes. Il y a eu une autre panne d'1 heure après. Il y a eu une demi-heure de panne hier aussi. Catastrophique. Le transport commun aussi, tu as été à l'école combien de temps? J'ai été à l'école pour... mon cours était d'une durée de 3 heures et il a duré 2h15. Puis t'étais debout depuis quelle heure? 5 heures? 5h15, 5h30. Et ceux qui me connaissent sachent que je ne suis pas le plus matinal de la gang. Je suis comme un lève-tard, comme on dit. Je suis revenu chez nous, j'ai dormi. J'ai fait une sieste de 4 heures. Je me suis levé, il était 8 heures. J'ai fait, bon, ben ma soirée, elle scrap. Ça a été vraiment une journée de marde. Une vraie journée de marde. Mais écoute, j'en profite pour faire une transition parce que cette intro-là fait 10 minutes, c'est interminable. Et vous n'êtes pas venus ici pour nous entendre parler de métro. J'ai quand même eu une journée moins de marde que Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore. Ouf! Définitivement. Puis, juste avant qu'on se lance là-dessus, je l'ai dit la semaine passée, il fallait que ce soit les tabarnak de Ravens qui se rendent au match de championnat de l'AFC. Asti que je suis content qu'ils soient éliminés, je sais plus. Puis tu sais, j'ai des amis, excuse pas, j'ai des amis qui sont un peu moins partisans finis de football, mais quand c'est des séries éliminatoires, ils vont être très intéressés, au moins pour qu'il y ait un petit peu de contexte rendu au Super Bowl. À chaque année, il faut que j'explique pourquoi j'aime pas les Cowboys. Et à chaque année, je dois expliquer pourquoi j'aime pas les Ravens. Et cette année, j'ai eu à l'expliquer en tabarnak. Mais j'ai fait des comparatifs. Je dis, imaginez que si les Steelers étaient les Canadiens, les Ravens sont les Maple Leafs. Sont les Browns. Sont du monde dans ce raccoin-là. J'ai eu accès à expliquer. Puis là, c'est fini. Mais là, j'ai des amis qui me disent, mais c'est quoi...
Tu veux que les Chiefs gagnent encore? Non! Non, je veux pas plus qu'ils gagnent! Il n'y avait aucun gagnant dans ce match de championnat de l'américaine. Il n'y avait aucun gagnant possible qui était le fun. Ben non. Soit tu voyais l'empire du mal de la NFL, Taylor Swift et tout le tralala s'en aller encore au Super Bowl, ou tu voyais les Ravens de Baltimore qui était mené par un gars qui est pas tant si bon que ça en séries éliminatoires, c'est-à-dire, ils vont peut-être passer, mais finalement, il n'y avait aucun des deux qui allait être satisfaisant. Non, je te confirme. T'as peu. Le Slender de Lamar Jackson commence déjà, là? Oh, il commence déjà. Il commence déjà. Fait que là, ce que t'es en train de me dire, c'est que je vais être comme le mime du gars qui tire l'épée pour affronter l'armée au complet. Moi, je vais être tout seul dans mon coin à défendre Lamar Jackson pendant que vous m'attaquez, là. Moi, je marine ça. Dimanche après-midi, les Foreurs jouaient. Fait que moi, j'étais à la couverture là-bas, j'étais à l'aréna. Je suivais un peu sur Twitter qu'est-ce qui se passait sur la game. Puis je voyais les Ravens, je voyais les statistiques de Lamar Jackson, j'en fais... ça marinait depuis à peu près 5 heures à soir, là. Ça marine, là, puis je suis prêt, là. Regarde, on va parler des Chiefs qui ont gagné ce match-là dans 2 secondes, mais je vais juste faire un petit mea culpa sur Lamar Jackson. Mais mea culpa, je vais essayer de le défendre un peu, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites sur Lamar Jackson, qui est un choker en playoff, qui est un running back, en fait, il a littéralement été un receveur de passe dans ce match-là, parce qu'il a attrapé une de ses propres passes, comme Marcus Mariota contre les Chiefs il y a quelques années. 13 verges, là, tu sais, c'est pas comme... 13 verges, il l'a pris, puis il est parti avec, mais écoute, Lamar Jackson n'a pas eu un grand match. Je ne dirais pas que Lamar Jackson a été exceptionnel, parce que Lamar Jackson n'a pas été exceptionnel, mais cette défaite-là, selon moi, n'est pas la faute de Lamar Jackson, c'est la faute d'un problème au niveau schéma. Les Ravens avaient pas un bon plan de match pour ce match-là. C'est la meilleure attaque au sol de la ligue. On attaquait la 27e meilleure défense au sol, donc une des pires de la ligue. Et on a fait au total 8 jeux que c'était des courses qui étaient prévues dès le début. 8! Je veux bien croire que le match a commencé à nous glisser un peu rapidement, là. Mais les Chiefs ont marqué 17 points. Ce match-là n'a jamais été hors de portée pour les Ravens. Je peux pas concevoir que les Ravens savaient qu'il y avait cette attaque-là. On sait qu'on a Gus Edwards qui est quand même bon, on a Justice Hill, on a littéralement Lamar Jackson. 8 jeux qui étaient designés pour faire des courses, c'est inacceptable. Todd Monken, pour moi, est celui qui a perdu ce match-là. Et bravo à la défense des Chiefs. Hein. Je n'enlève absolument rien. On a arrêté le plan de match que les Ravens avaient préparé. Mais c'est inacceptable de courir juste 8 fois par design contre la défense au sol des Chiefs, qui est pas si bonne que ça. Gros coup de gueule contre Todd Monken pour ce plan de match-là qui était très, très, très fautif depuis le début. Très d'accord avec Félix là-dessus. T'sais, oui, comme tu dis, je mets un peu la faute sur... C'est pas totalement de la faute de Lamar Jackson. Ça reste un sport d'équipe. Zay Flowers qui échappe un fumble à 2 mm de la ligne blanche de la zone début, tu peux pas te permettre ça. Tu sais, les Chiefs de Kansas City, c'est comme les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, c'est comme les Warriors de Golden State, même les Yankees de New York au début des années 2000, fin des années 90. Tu ne peux pas faire d'erreur. Tu dois jouer un match parfait sur tous les volets pour espérer gagner. Si tu laisses un pouce, l'autre équipe va te prendre 6 pieds puis t'es faite. Ben oui, c'est ça qui est arrivé avec... C'est ça qu'on... Vas-y, Félix. Juste aller vite, puis après ça, Mio, je te laisse y aller là-dessus. Tu parles de Zay Flowers, Pop. Il y a beaucoup de gens qui vont blâmer Zay Flowers pour sa mauvaise pénalité, son 15 verges et pour le fumble. Mais pour savoir regarder le match, Zay Flowers était la seule chose de cette attaque-là qui a marché. A été le catalyseur, je pense qu'il y a eu la moitié des verges à peu près des Ravens aujourd'hui. Zay Flowers en fait, sur 2-3 jeux, il y a eu 2-3 gros catchs, dont le jeu où est-ce que Lamar a miraculeusement évité les 8 sacs du corps qu'il aurait dû prendre sur la seule passe de toucher des Ravens dans le match. Zay Flowers a été le catalyseur de cette attaque-là, et je sais qu'il va être la cible de nombreuses critiques, mais sincèrement, encore là, je suis pas en train de dire qu'il y a un match parfait, mais ça a quand même bien marché. Odell Beckham Jr. mérite beaucoup plus de critiques, Rashad Bateman mérite plus de critiques, le plan de match mérite plus de critiques. Et Flowers et Lamar n'ont pas été parfaits, mais au moins, ils ont fait donner un peu de vie à cette attaque-là qui n'en avait pas.
de tout le match aujourd'hui. Il y avait des erreurs à ce niveau-là pour les deux. Mio, je te laisse y aller un peu là-dessus. T'as comme volé toute l'idée que j'avais je m'excuse. dans ma tête. Fait que là, j'ai comme plus rien à se plaire là-dessus. Mais moi, je pourrais juste conclure en disant que Lamar Jackson va probablement avoir plus de MVP en carrière que de victoires en éliminatoire en étant la première tête de série dans sa conférence. Hey, puis en plus Baker de ça... Mayfield a autant de victoires en éliminatoire que Lamar Jackson. Puis, by the way, Lamar Jackson, c'était contre qui ces victoires en éliminatoire? OK, fait que dans le fond, un recrue, puis Ryan Tannehill. Et puis, il aurait jamais dû gagner ce match-là contre les Titans. Kelly Freeman de glisser et ça a coûté la victoire aux Titans. Il aurait jamais dû gagner ce match-là. Mais écoute, ça, c'est une autre histoire. Je ferai un rant sur les Titans de 2020. Mais t'imagines? Ça aurait été... si on avait encore la triple... Ben, si on avait la triple menace dans ce temps-là, voir la réaction de Félix juste après le match. J'étais tellement en crise. J'étais tellement en crise, Mio. Là. C'était même pas drôle. Puis l'année d'avant, 2019, ça avait été tellement beau avec la victoire contre les Pats puis contre les Ravens. 2020, c'était tellement décevant. Là. Mais bref, tout ça pour... Puis écoute, on parle beaucoup des Ravens, mais crédit aux Chiefs quand même qui ont été exceptionnels dans ce match-là. Et les boys, je veux votre avis aussi là-dessus. Moi, j'ai 2 MVP dans ce match-là. J'en ai comme un 3e honoraire qui est Marquez Valdez-Scantling pour le nombre de coups à la gueule qui s'est mangé, d'insultes qui s'est mangé, qui a quand même fait le jeu pour donner la victoire aux siens. Mais moi, je regarde ça, j'ai 2 MVP dans ce match-là. Travis Kelce, qui a été incroyable. Le chum de Taylor Swift, celui que Taylor Swift a mis sur la map a été dominant, a battu le record de catch en une carrière en série qui était détenu par Jerry Rice. Et mon autre MVP, qui est encore plus mon MVP que Travis Kelce, Steve Spagnuolo, le coordonnateur défensif des Chiefs. Quelle performance défensive des Chiefs qui ont Patrick Mahomes, ont Travis Kelce, ils ont tout ce monde-là, mais sans cette défense-là, les Chiefs ne gagnent pas ce match-là aujourd'hui. Non, pour moi, je regarde ça, puis les Chiefs ont peut-être pas la saison qu'ils ont sans cette défense-là. Non. Les Chiefs ne gagnent pas leur division sans cette défense-là, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a pas si longtemps, il n'y a pas un gars qui était capable d'attraper un ballon avec les Chiefs. Hein? Mm-hmm. Puis la défense, ils ont gardé la tête hors de l'eau, puis ça les a amenés. Puis encore aujourd'hui, la défense, incroyable. Gros match de cette défense-là. Et malgré tout, justement, les Chiefs réussissent à l'emporter 17-10. Participe maintenant, c'est à un 4e Super Bowl dans les 6 dernières années. Ouais. Bon, on va peut-être en chercher un 3e. On dit ça depuis que la saison régulière est terminée, depuis qu'on se prépare pour les séries éliminatoires. Peu importe les déboires qu'ils ont eu en saison régulière, puis ça, je vais me répéter vraiment comme une vieille cassette. Tu peux pas parier contre cette équipe-là. Puis autant que ça nous a fait mal de le dire en début de saison qu'on voyait les Chiefs de Kansas City se rendre gros minimum au Super Bowl, on n'avait pas envie de le dire, mais on l'a dit. Puis regardez où on en est en ce moment. Puis je dirais, puis on l'a prédit, puis je pense que ça a été depuis l'ère Patrick Mahomes, là, je pense que ça a été l'année la plus difficile pour les Chiefs. C'est l'année où on a vraiment vécu facile. Et pourtant. Et on est encore là. C'est incroyable. Ils sont pas tuables. Patrick Mahomes, les 2 défaites de Patrick Mahomes en série depuis le début de sa carrière, OK? D. Ford était quelques pouces offside dans un call qui était encore assez borderline, mais il était quelques pouces offside. Ça a donné la victoire aux Patriots cette année-là. Et c'est quand les Bengals les avaient battus pour se rendre au Super Bowl en 2021. C'est les deux seules défaites. Et ça s'était rendu en overtime, le match contre les Bengals. Mm-hmm. Patrick Mahomes est imbattable en série. L'autre défaite étant le Super Bowl contre les Buccaneers aussi. Les défaites qu'ils n'ont pas rendues au Super Bowl, il y en a 3 théoriquement en carrière. Mais Patrick Mahomes en série, tu ne paries jamais contre ça. On l'avait dit sur le podcast il y a quelques semaines. Peu importe les déboires que vont connaître les Chiefs, s'il y a une équipe que tu peux toujours penser qu'ils vont s'en sortir, c'est les Chiefs. Puis je regarde aujourd'hui, les Chiefs sont encore là. Est-ce qu'on peut dire que l'expérience fait foi de tout? Dans un spectre, ça marche pour les Chiefs. Dans l'autre spectre de l'inexpérience, on va passer au match de finale de la nationale. Les Lions de Détroit qui, après une première demi somptueuse, éclatante,
t'as Journey qui vient sur le turf des 49ers faire le show de la mi-temps. Parler de South Detroit. South Detroit, une place qui n'existe pas, by the way. Au passage. Parle de Detroit, Don't Stop Believing, et depuis ce temps, depuis que Steve Perry a prononcé le mot South Detroit pendant un spectacle de la mi-temps, les Lions ont mangé 27 points et en ont marqué aucun. C'est fou ce qui s'est passé avec les Lions aujourd'hui, puis... En fait, les Lions... Il était tellement en contrôle à demi. Il était tellement en contrôle. En fait, les Lions ont marqué... Oui, les Lions ont marqué un touché, mon erreur, mais oui, mais c'est juste pour dire... C'est un champ en fin de match. T'sais, ça reste que les Lions menaient 24-7 à demi, et les 49ers ont marqué 27 points straight, sans réplique, en deuxième demi. Puis un claquement de doigts, là, ça a pris 4 séquences. Ça s'est fait vite. Les 49ers avaient les devants, puis on savait même pas qu'est-ce qui venait de se passer. Brock Purdy avait l'impression d'être Daniel Jones avec ses jambes. Les dieux du football sont... Lamar Jackson. Au passage, Brock Purdy a fini avec seulement 3 verges de moins que Lamar Jackson aujourd'hui. Seulement 3. Brock Purdy n'a pas gagné ce match-là pour eux autres, mais Brock Purdy a été... Encore une fois, Brock Purdy connaît pas des grands matchs. Brock Purdy connaît pas des grands matchs, mais quand c'est le temps de se lever, comme contre les Packers la semaine passée, il se lève et il va porter son club où est-ce qu'il faut qu'il aille. Bon, on va aussi dire merci, par exemple, à Kendall Vildor, qui est le defensive back des Lions, que la bombe de Purdy, qui était trop loin, ça y a rebondi en pleine face et ça a tombé dans les mains de Brandon Ayuk pour une espèce de jeu monstrueux qui a fait flipper le momentum. Mais je vais donner aussi beaucoup de crédit. Mais Brandon Ayuk, parce que c'était il n'a pas tombé dans les mains, là. Il a fallu qu'il c'était tout un effort d'Ayuk. C'était tout un effort. Tout un effort de Brandon Ayuk. Mais, tu sais, je le marquais sur Twitter au moment où le jeu s'est fait. Ça, c'est les dieux du football qui viennent intervenir. Puis, à partir de ce moment-là, les Lions allaient commencer à suer nerveusement. Puis, on l'a vu. Erreur d'inexpérience. Dan Campbell qui, agressif comme il est, continue sur ça. Moi, j'excuse un peu Dan Campbell là-dessus. Il va manger beaucoup de colère des partisans pour avoir été très agressif, notamment en allant sur 2 4e essais en deuxième demi. Les deux n'ont pas marché. La première, la seule affaire que je reproche, c'est que on était à la ligne de 28. Ça faisait un placement de 46 verges. C'était en masse faisable, mais je pouvais le laisser passer. Tout allait bien encore pour les Lions à ce moment-là. La deuxième fois, par exemple, quand tu tires de l'arrière par 3, quand tu es à égalité, c'était à égalité. Non, il menait encore. Les Niners, ils menaient 24-10 ou 24-13. On venait de sortir de la demi, les Niners venaient de marquer un placement. Tu pouvais annuler ce qu'ils venaient de faire, reprendre tes 3 possessions. C'est ça, exactement. Et ça aurait donné un placement de 48 verges, puis dans la NFL d'aujourd'hui, c'est pas dire automatique, mais c'est très amplement faisable. Cette fois-là, on aurait dû y aller pour 3 points du côté de Détroit, juste pour peut-être même calmer les ardeurs un peu des 49ers, parce qu'il faut dire qu'aussi, la foule commençait à rentrer dans le match. Ça aurait juste calmé. Mais écoute, ça, c'est vraiment l'inexpérience de l'organisation au grand complet. Puis vraiment, là, je vais même les auditeurs le savent très bien que moi, je prendrais une balle pour Dan Campbell. Je jouerais avec un genou en moins pour Dan Campbell. T'as failli même acheter un gilet de MCDC avant même de commencer le podcast. Exact, j'ai failli. À quel point... J'ai passé à ça, genre juste à 2 pouces de mauvaise influence de te faire acheter un jersey tantôt. Exact, mais tu sais... Puis les critiques vont vraiment s'attaquer à Dan Campbell pour avoir été peut-être trop agressif, Félix étant le premier. Oui, moi, Dan Campbell a perdu ce match. Ça va, it goes both ways, ça va dans les deux facettes. Qu'est-ce qui serait arrivé si les Lions l'avaient emporté? Qu'est-ce qu'on aurait dit de Dan Campbell? On l'aurait prôné pour avoir été agressif. On s'est rendu où les Lions se sont rendus. Où est-ce qu'ils se sont rendus en étant agressifs avec Dan Campbell depuis le début de la saison? Et vraiment, si c'était pas de un temps mort qu'on a dû brûler pour aller marquer un toucher avec 1 minute et des poussières à faire au match, là. Mais écoute, Mio, je regarde le score final, 34-31. Mettons que juste un de ces 2 placements-là est fait.
Ben voilà, la donne c'est différent. Là. Il y a eu Dan 2 Campbell, occasions. en Pour ce moi, moment- le premier, c'est correct, mais le deuxième, la définition de la folie, c'est de refaire la même chose encore et encore en s'attendant à quelque chose de différent. Shout-out Far Dan Cry 3 Campbell pour ça. Dan Far Campbell Cry a été 3. un peu fou la deuxième fois. Dan Campbell a été un peu fou la deuxième Mhm. fois. Et écoute, puis je respecte le fait que sa philosophie, c'est d'être agressif et tout. Puis j'aime mieux un gars qui reste propre à ses valeurs, puis qui perd comme ça, puis qui garde sa même philosophie tout le temps. Mais il fallait y aller pour le placement la deuxième fois. Fallait calmer un peu les 49ers qui, comme tu disais, ils revenaient dans ce match-là. Il y avait le momentum qui commençait à se construire. On a décidé de continuer d'être agressif et ça menait à notre perte. C'est dommage, mais c'est pareil. Puis le pire, c'est que Dan Campbell a été capable d'être conservateur un peu parce que Oui. pour conclure la première demi, on aurait pu aller viser 7 points, donner un peu le coup de dague aux 49ers, mais les Lions se sont dit, écoute, on va avoir 3 possessions d'écart pareil, faisons 3 points. Ouais. Ils ont été capables, mais c'est juste, ils n'ont pas été constants dans l'agressivité. C'est ça, c'est le sens du timing qui a manqué. Et l'autre chose aussi que je veux dire sur cette défaite-là des Lions, il y a 3 ans de ça, les Lions ont échangé Matthew Stafford aux Rams pour Jared Goff. Les Rams, eux autres, leur objectif, c'était clair, c'était de s'améliorer au poste de carrière. Et on avait remarqué une chose chez les Rams, une chose qui nous énervait beaucoup de chez Jared Goff et qui est une force chez Matthew Stafford, être capable de performer quand la pression rentre dans la pochette. Matthew Stafford est un des meilleurs carrières quand il y a de la pression qui rentre dans sa pochette. Jared Goff est excellent dans une pochette qui est clean, mais dès qu'il y a du monde qui rentre dans sa pochette, ça devient très, très laborieux pour lui. Et avec une défensive au sol comme celle-là des 49ers. Avec une défensive qui est au sol qui est solide. Et cette saison, puis encore là, je veux pas rien enlever à Jared Goff, qui pour moi est quasiment sous-estimé, qui fait rouler cette attaque-là bien. Mais je trouve que la ligne offensive des Lions, qui est exceptionnelle, masque un peu cette faiblesse-là de Jared Goff. Et les Niners, en deuxième demi, l'ont réalisé. On a vu beaucoup plus de blitz. On a vu Fred Warner et Dre Greenlaw passer leur temps au complet dans le champ arrière. Et j'imagine juste que ça aurait été si Talanoa Hufanga s'était pas blessé au ACL plutôt cette saison. Il aurait été dans le champ arrière tout le temps aussi. Les Niners l'ont compris. On a blitzé sans arrêt. Et là, Jared Goff s'est mis à multiplier les erreurs. Et il n'est pas le seul. Josh Reynolds a échappé une passe qui était d'un numéro. Il y a des gars qui ont fait des drops qui ont fait mal. Jahmyr Gibbs a échappé un ballon aussi. Et Goff, t'es pas le seul à blâmer, mais on sentait qu'à un moment donné, tout était vite pour lui. Il a perdu un peu le contrôle de son match. Il y avait un mojo qui était parfait en première demi. Et en deuxième demi, là, la pression commençait à se faire sentir. Tu peux pas être le corps d'expérience qui se fait avoir par le corps de deuxième année en Brock Purdy, qui lui gère super bien la pression pendant que dès qu'il y a de la pression qui rentre dans ta pochette, dès que le moment commence à être intense pour toi, ça devient compliqué. Et c'est là pour moi que Jared Goff a perdu ce match-là pour les Lions un peu aussi. Mais tu sais, c'est ça. C'est quelque chose qu'on a dit tout le long de cette saison des Lions que Jared Goff a besoin d'être dans sa zone. Un peu comme un terme au basketball, c'est un streaky shooter. Ça va aussi être capable de rentrer sa première, sa deuxième shot, parfait. Il va aller le chercher comme un 20 points. Dans le cas de Jared Goff, il va aller chercher des verges, il va aller chercher des placements, il va aller chercher toucher. Si ça va mal, le train au complet tombe, puis il faut passer à autre chose, il faut aller au jeu par la course. Puis même, ça a fonctionné pendant un certain temps. On se disait peut-être qu'on n'a pas tant besoin de Jared Goff. On semblait avoir trouvé la solution contre cette défensive au sol des 49ers, qui, je tiens encore à le dire, est une défensive au sol excellente, parmi les meilleures de la Ligue. Jared Goff, sur la première séquence, au passage qu'ils ont marqué un toucher, a eu à faire une passe. Et c'est tout. Ça a été 4 jeux, puis ça a fini avec un toucher au sol de 41 verges de Jameson Williams. Goff n'a pas à faire grand-chose. Écoute, on avait au-dessus de 140 verges au sol du côté des Lions, juste en première demi. Qui peut se vanter de faire ça contre les 49ers? Un peu comme ce que Kansas City ont fait contre la fameuse défensive des Ravens de Baltimore. On a réussi à battre des grosses défensives pour se rendre au Super Bowl. Puis avant la semaine passée, ça faisait une 50aine de matchs que les 49ers n'avaient pas accordé un coureur de 100 verges. Aaron Jones a mis fin à cette séquence-là. Et les Lions ont complètement atomisé la défense au sol des 49ers. Et je veux quand même donner un peu de crédit aux Niners qui, les allégations comme quoi cette équipe-là n'est pas capable de jouer du football de rattrapage, ça a été complètement démenti aujourd'hui. On a remonté 17 points même contre la une semaine équipe passée, qui avait le même vent la dans semaine les bras. passée contre Green Bay, ça avait déjà commencé de même. L'autre chose aussi, l'autre allégation, on a souvent traité Brock Purdy de game manager, de gars qui gère la game. Aujourd'hui, je m'excuse, mais Jared Goff était le game manager et Brock Purdy a mis les Niners sur ses épaules. S'il ne se lève pas comme il a fait en deuxième demi, les Niners ne gagnent pas ce match-là.
Brock Purdy a fait mentir beaucoup de gens aujourd'hui et on a vu Jared Goff. Puis encore là, je trouve ça méchant de game manager parce que Jared Goff, je le trouve quand même bon, mais aujourd'hui, ça allait vite. Il n'a pas été capable de prendre contrôle du match comme Brock Purdy a été capable de le faire. Jared Goff devait être ce corps arrière qui dominait, devait être ce corps arrière digne d'un choix au passage, premier choix au total. Contre versus Mr. Brock Irrelevant. Purdy. Exact. Brock Purdy qui a été littéralement le dernier choix au repêchage de son année. Ce qui fait qu'au final, c'est le résultat qu'on a. Les 49ers l'emportent 34-31, vont rejoindre les Chiefs de Kansas City 4 ans plus tard. Donc, c'est la suite. C'est Ali contre Joe Frazier, numéro 2, 49ers Chiefs. Fait que t'es en train de me dire que d'ici 3 semaines, 1 mois, on va voir la COVID-19 2. C'est là que j'avais pas d'y aller avec ça. Juste avant qu'on passe au prochain sujet aussi, ça c'est quelque chose que j'avais jasé avec Pop en début d'émission. On donne beaucoup de fleurs aux Chiefs de Kansas City pour être allé à 6 matchs de championnat consécutifs, 4 présences au Super Bowl. Je suis désolé, mais les 49ers méritent maintenant ces mêmes fleurs. On ne parle pas de 6 ans, par contre, on parle de 4 ans, mais c'est 4 ans consécutifs où on sera un match de championnat de conférence. En fait, je vais te corriger, Mio, c'est une 4e fois en 5 ans parce qu'en 2020, on ne s'était pas rendu. On s'était pas rendu en finale de conférence, mais c'était finale de division qui avait été. Finale de division, exact. Mais c'est quand même une 4e présence au championnat de la nationale en 5 ans. Mm-hmm. Un 2e Super Bowl. I mean. La seule différence avec les Chiefs, c'est qu'il n'y a pas de bague en ce moment. C'est ça. Non, ils auraient pu. Si Tyreek Hill n'avait pas fait le jeu de vie contre les 49ers et contre les Chiefs. Non, si Tyreek Hill l'avait pas fait contre les 49ers, les Niners auraient pu gagner ce match-là. Exact. On va en jaser un petit peu plus la semaine prochaine, mais là, j'ai juste besoin de vite, là, avant qu'on va développer une autre fois là-dessus, là, la semaine prochaine. Qui on pense qu'il gagne le Super Bowl? J'ai besoin d'un seul nom. Sans plus, on ne développe pas. Qui gagne entre Chiefs 49ers? Je vais y aller, puis écoute, je vais déroger juste un petit peu de ta consigne, Mio. Je pense que les Chiefs vont gagner, et je pense que si les Chiefs gagnent ce match-là, Andy Reid va enfin être considéré avec Bill Belichick comme étant les 2 meilleurs entraîneurs de l'histoire du sport. Je pense que si Andy Reid gagne ce Super Bowl-là, Andy Reid met son nom dans la conversation avec Belichick comme le meilleur entraîneur de l'histoire. En septembre, j'ai dit que Kansas City va gagner. Je le crois encore. C'est plate à dire. Je sais qu'il y a à peu près 99% du continent nord-américain qui ne veut pas l'entendre. Mais les Chiefs de Kansas City sont encore en finale, sont encore au Super Bowl et d'après moi, vont gagner. Ça reste à voir si Isaiah Pacheco, en quel état de santé va être pour ce Super Bowl-là. On a encore 2 semaines avant que ça se fasse. Mais écoute, les 49ers ont le poids d'à peu près un continent au grand complet sur leurs épaules pour enfin briser un peu toute cette attention médiatique très grande sur les Chiefs de Kansas City. Fait que j'ai hâte de voir ça, mais on s'en parle dans 2 semaines. Puis on va juste se croiser les doigts que Usher délivre une belle performance au show de la mi-temps. Exact, parce que je peux déjà entendre le monde dire « Ah ouais, mais vous saviez que Taylor Swift était dans le bâtiment pendant tellement hâte que Usher soit mauvais, que les gens qui en bas, puis que Taylor Swift allait la remplacer, ça va être malade. Non. Taylor Swift, la veille du Super Bowl, un show, je ne me trompe pas si tu à Tokyo, écoute, ça se fait à Tokyo. Écoute, laisse la Swiftie parler, là. Ça se fait à Tokyo et ils ont calculé, elle va pouvoir être présente au Super Bowl. Ça va être un petit peu taxant sur l'environnement, mais bon, ça c'est une autre affaire. Je vais y aller comme vous autres les boys. Encore une fois, on va y aller avec la prédiction du début de saison. Ça va être malheureusement les Chiefs de Kansas City qui vont l'emporter. Petit coin entraîneur-chef, parce qu'on a quand même eu deux grandes nouvelles cette semaine. Une un petit peu moins parce que c'est une organisation un petit peu irrelevant. Oh! Mais la première, on va avoir un nouveau duo de frères qui va prendre le contrôle de la NFL côté médiatique, tout ça, parce que maintenant que Jason Kelce est parti, on va avoir besoin d'un nouveau duo frère-frère pour... Attends, penses-tu vraiment qu'on verra plus Jason Kelce l'année prochaine? Il va plus être sur le terrain dans ce sens-là.
Oh, ben, écoute, non, Mais on va officiellement, le voir encore plus qu'avant. Tu vas le voir encore plus qu'avant. Ah oui, ben, probablement, mais tout cet aspect des deux frères qui vont jouer contre, on l'aura pu. Là, ça va être des frères entraîneurs-chefs parce que on a jasé justement que Michigan ont gagné le championnat national. Peut-être Jim Harbaugh un retour en NFL. Et c'est fait. Il a trouvé preneur chez son ancienne équipe, son ancienne équipe dans le temps qui portait encore l'uniforme. Les Chargers de Los Angeles. Moi, écoute, j'ai une chose. Quand j'ai vu ça, parce qu'on savait que ça s'en venait quand même. C'était pas une grande surprise. C'était un peu le favori pour ce poste-là depuis le début. Puis quand ça a été annoncé, mon premier réflexe, c'était de me dire c'est l'embauche la plus Chargers que j'ai jamais vue. Tu regardes ça, puis ça pue le Chargers. Ça pue on essaie de faire un move hyper spectaculaire qui va inévitablement finir par nous repéter d'en face à un moment donné. Puis de manière aussi spectaculaire. Ça va être complètement spectaculaire, c'est sûr et certain. Jim Harbaugh qui est qui est quand même un showman, qui est capable de donner un mot du bon show quand même. Puis, puis l'embauche en tant que telle, je pense que c'est quand même une bonne embauche pour les Chargers. Ça reste que Jim Harbaugh, quand il était avec les 49ers, a eu énormément de succès, a quand même mené son équipe à un Super Bowl. Et il y a une bonne feuille de route. Ce que je trouve dommage, par exemple, c'est qu'il soit dans la même conférence que son frère. On ne pourra pas avoir un Harbaugh Ball numéro 2. Mais l'année prochaine, la bonne nouvelle, les Ravens et les Chargers vont s'affronter. Ça va être au SoFi Stadium, si je ne m'abuse. Et c'est sûr et certain que ça va être un match dimanche soir. Je suis sûr. Mais voilà, facile. Félix a déjà eu le script pour la saison prochaine. Écoute, je pense que tu n'as pas besoin d'être un super insider de la NFL pour prédire ce genre de choses-là non plus. Non, exact. Fait que ça va être le fun de voir ce côté-là, voir comment... le problème, ça n'a pas vraiment été Justin Herbert cette année, mais plus ce qu'il y avait autour. Mais là, attends, Justin Herbert, le problème... Jim Harbaugh aime tellement J.J. McCarthy. Est-ce qu'il va repêcher J.J. McCarthy puis échanger Justin Herbert? Non. Ça serait... Non. serait... Il va garder Justin Herbert, mais il va repêcher Blake Corum, le porteur de ballon. Je pense que c'est... Le porteur de ballon des Wolverines du Michigan. Sinon, ça serait astronomiquement scandaleux si tu... ce serait malade. Tu sais, quand je te dis spectaculaire, là, ce serait-tu pas un move Jim Harbaugh spectaculaire? Il arrive, il échange le carrière de franchise, puis il amène J.J. McCarthy, qui a quand même qualifié de meilleure carrière de l'histoire des Wolverines quand un certain Tom Brady a joué pour eux. C'est pas rien. Oui, mais ça dépend comment il disait ça. Est-ce qu'il disait alors qu'il portait l'uniforme? Voilà. Écoute, j'ai besoin de pousser un agenda ici, Mio. Je vais te demander de me laisser pousser un agenda tranquille. Je te laisse la place pour ça. Je te laisse le stage parce que on a des nouvelles, justement. L'équipe Irrelevant des Titans du Tennessee ont fait procéder à quelques petits mouvements de personnel. Et puis là, on parle de Brian Callahan. Oh oui, on parle de Brian Callahan qui... Écoute, depuis le début, je voulais Bobby Slowick. J'en ai déjà parlé sur le podcast. Je suis un grand fan de Bobby Slowick, qui est le coordinateur offensif des Texans, pour ceux qui le connaissent moins. Mais on a opté finalement pour Brian Callahan, qui était le coordinateur offensif des Bengals. Et pour moi, c'est une super bonne embauche, dans le sens où on va chercher un gars qui a côtoyé tellement de bons carrières. Il a travaillé avec Peyton Manning, il a travaillé avec Matthew Stafford, il a travaillé avec Joe Burrow. Il a travaillé avec tous ces gars-là. Tout le monde à qui tu parles a des bonnes choses à dire sur Brian Callahan, qui était super impliqué, qui, sans être le play caller avec les Bengals, était hyper impliqué. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Will Levis. Et surtout, ce que j'aime beaucoup de cette embauche-là, dans la NFL, quand tu regardes en ce moment, il y a une grosse tendance de toutes les équipes veulent leur Kyle Shanahan, leur Sean McVay, toutes les équipes veulent leur coach offensif. Et j'ai une stat pour vous, les gars, peut-être que ça va vous faire mettre un peu de contexte. Depuis la saison morte 2022, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans de ça, les 32 équipes de la NFL ont changé de coordinateur offensif. C'est Callahan qui était le dernier qui était encore là. Les 32 équipes ont changé de coordinateur offensif. Il n'y en a pas une que le même coordinateur offensif depuis 2 ans. Dans la ligue, dès qu'il y a un coordinateur offensif qui a du succès, tout le monde le veut. Dès qu'il y en a un qui n'est pas bon, il se fait congédier. C'est une porte tournante. Et pour moi, c'est pour ça que les équipes veulent autant un coach en chef qui est offensif, parce qu'il ne peut pas aller chercher une promotion ailleurs, il est pas mal au top de la hiérarchie. Brian Callahan était, selon moi, après Ben Johnson, qui est comme le nom qui était avec les Lions, Callahan était parmi ces gros candidats-là.
Et l'autre chose aussi que je remarque de ça, si les Titans avaient décidé d'échanger Mike Vrabel comme moi et comme plusieurs fans des Titans le voulaient, Brian Callahan aurait signé avec une autre équipe et personne s'enligne pour embaucher Mike Vrabel. Il reste encore les Seahawks et les Commanders, mais je doute vraiment que Mike Vrabel va être embauché là-bas. Si les Titans avaient attendu, n'auraient pas trouvé d'équipe à qui échanger Mike Vrabel et auraient perdu leur candidat à qui on a donné un contrat de 5 ans. On a vraiment confiance en Callahan et on veut lui donner cette chance-là. Je mea culpa, je me suis complètement trompé. Une chance que Mike Vrabel a été congédié et non échangé. On pensait peut-être qu'il y avait plus d'intérêt de la part des Patriots, mais la bonne nouvelle, les Titans ont leur homme. On a payé le gros prix et quand il est venu visiter, lundi, on s'est assuré qu'il ne ressorte pas du building. On l'a embauché. Bravo d'avoir été chercher leur gars. On savait qu'il y avait peut-être moins de moyens que d'autres équipes. On a sorti du chéquier, on est allé chercher le coach qu'on voulait. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Will Levis. J'ai super hâte de voir le staff qu'il va construire. Mais si ça peut assurer une certaine continuité à Will Levis, qui va en être à 5 coordinateurs offensifs en 5 ans avec Callahan qui va arriver, si ça peut y assurer une stabilité au cours des prochaines années, ça va être excellent pour son développement. Et chapeau au Titan d'avoir finalement pris un coach offensif. Parce que dans la NFL, les coordinateurs offensifs, ça change plus souvent que je change de bobette visiblement. Écoute, ça me fait quasiment penser à la stat que genre Martin Saint-Louis, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il est à Montréal? Ouais. Il est genre 10, 11e. 11e. 11e avec le plus d'ancienneté déjà dans la Ligue nationale. Ça fait 2 ans qu'il est à Montréal, mais ça. Puis là, tu vois, tu parles de coach en chef et coordinateur offensif, les 32 ont changé depuis moins de 2 ans. C'est fou, là. Les 32 ont changé. J'en reviens juste pas. Puis je savais qu'il y avait du mouvement, mais 32. Ben, par contre, t'imagines si les Steelers avaient l'once d'une saison peut-être plus stable qu'ils ont eu, Matt Canada serait encore en poste. Matt Canada serait là, puis tu vois, puis il y en a aussi, parce qu'il y en a ils ont tous changé depuis 2022, mais il y en a qui en ont eu 2 depuis ce temps-là. Les Titans ont eu Todd Downing, ils ont eu Tim Kelly. Je suis sûr qu'il y a d'autres équipes, j'ai pas regardé tous les coordinateurs, mais il y en a qui en ont eu 2. Les Texans aussi, je sais que Bobby Slowick est arrivé cette année. Il y en a eu des coordinateurs offensifs, ça change tout le temps. Fait que si t'es capable d'aller comme cacher ton coordinateur offensif comme coach en chef pour s'assurer qu'il se fasse pas voler puis avoir une continuité, et pour moi, c'est ça qui me fait un peu peur avec les Lions, considérant que si Ben Johnson est embauché, c'est un nouveau play caller, c'est un nouveau risque. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les Eagles, on a vu ce que ça a donné quand Shane Steichen est parti pour les Colts. J'ai hâte de voir ce que ça va donner de changer de coordinateur comme ça. Écoute, un gros 42 minutes encore de NFL, puis on a encore 2 autres semaines à jaser de ça avec le Super Bowl qui s'en vient le 11 et c'est bien ça, le 11 février, effectivement. Oui, le 11, oui. Le 11 février. Les gars, il y a du gros stock qui se passe dans la NFL. C'est le gros temps de l'année, les matchs de championnat. La NBA, mesdames, messieurs, est-ce que la NBA est sur le crack en ce moment? Ça n'a pas d'allure. Quand est-ce qu'elle l'a pas été? Est-ce que la NBA, qui est en plein milieu de la saison, s'est dit « Oh, pis de la merde, la NFL, nous, on s'en vient explosif. » 4 games de 60 points en une semaine. Luka Doncic qui fait 73 points, 70 pour le joueur. C'est quoi qui se passe? Est-ce que la mort de Kobe Bryant ont décidé, OK, ben la défensive, ça n'existe plus. La défensive, ça n'existe plus. Et pourtant, en plus que Kobe Bryant est réputé pour être quand même un excellent joueur défensif en plus. Tout le monde décide de rendre hommage à Kobe, que ce soit sa mort ou le match de 81 points contre les Raptors de Toronto. Il se passe quoi? C'est incroyable parce que de première part, là, je vais vraiment à la blague. Le match de Luka Doncic, le monde a utilisé beaucoup de clips de ce match-là pour dire à quel point la défensive est en déclin dans la NBA. Puis j'adore tellement Twitter, comment le monde, ils vont dire que dans 50 ans, on va utiliser ça, puis on va dire que dans le temps, Luka Doncic jouait contre des plombiers en 2004. Au même titre que nous autres, on dit Bill Russell, Bob Cousy et Will Chamberlain ont joué contre des plombiers puis des pompiers dans leur temps. J'adore tout ce qui est autour de la NBA. Aussi, au passage, j'adore parce que de ces 4 joueurs-là, il y en a 2 que c'est des joueurs que je déteste tellement, avec pure passion. Puis, ces 2 joueurs-là, ils ont perdu leur match.
J'ai l'impression que tu parles d'un gars des Timberwolves ici, Mio. Ben oui, de Karl Anthony Towns qui, malgré une game de 62 points, se fait bencher dans le clutch et son entraîneur-chef, après le match, va sur la place publique et le démolit. Mais C'est écoute, dit, les gars, c'est du basketball selfish. Chris Finch. J'ai une drôle de relation avec Chris Finch, qui est le coach des Timberwolves. Mais Karl Anthony Towns, tu disais une game de 62 points. Honnêtement, la game de 62 points, c'est impressionnant, mais est-ce qu'on peut parler du fait qu'à demi, il avait 42 points, ton 10 tirs à 3 points? Il était sur un rythme pour pas battre le record de Klay Thompson pour le plus de 3 points en un match. Il était sur un rythme pour l'atomiser. Klay Thompson était à 14 ou 15. Vraiment, j'ai un blanc, je pense que c'est 15. Kat était en voie d'en marquer 20 et classique Karl Anthony Towns se met en foul trouble à chaque match. Karl Anthony Towns prend tellement de fautes, appelez-le Rasheed Wallace. Cette équipe-là fait tout pour se mettre des bâtons dans les roues. C'est très frustrant d'être un fan des Timberwolves, même si cette équipe-là est très bonne cette année. Non, c'est très, très frustrant. Tu nous apprends quelque chose, Félix. C'est frustrant d'être un fan des Timberwolves. Non. Parce que cette équipe-là est toujours incapable de closer un quatrième quart. C'est terrible. Je sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Peut-être que ça va prendre que Chris Finch se fasse envoyer dans le soleil, mais c'est comment un match de 62 points de celui qui est le visage, entre guillemets, de la franchise, dans le sens où c'est le gars qui a le plus d'expérience, comment un match de 62 points peut faire de la merde dans le vestiaire? Cette équipe-là ne cesse de se donner des... C'est comme le meme du gars qui se met une branche dans ses roues de vélo, puis qui tombe, puis qui se demande qui l'a fait tomber. Ça, c'est les Timberwolves. Ça, c'est la meilleure façon de vous décrire les Timberwolves du Minnesota. Dès que ça va bien, on se met une branche dans les roues de vélo, on tombe, puis on se demande qu'est-ce qui s'est passé avec nous autres. Voici les Timberwolves. Hey, moi, j'ai dit, puis il y en a qui vont s'en rappeler, là, au début de la saison de la NBA, on avait donné nos takes bouillants, des affaires de même. Puis moi, j'avais mentionné que les Timberwolves, on chercherait vraiment à se défaire de Rudy Gobert, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas bâché Rudy Gobert. C'est vrai, ça doit faire un bon mois et demi qu'on n'a pas mentionné le nom de Rudy Gobert une seule fois dans le podcast. Mais honnêtement, Rudy a une bonne saison. Rudy, les Timberwolves ont une bonne saison, ça n'arrivera pas. Mais même avec une bonne saison, c'est pas capable. Mais là, c'est ça. Est-ce que finalement, ma phrase ou ma prédiction bouillante, est-ce que finalement, je me suis pas trompé de joueur? Est-ce que peut-être que Karl Anthony Towns serait quelqu'un de qui on pourrait se défaire du côté du en même temps, t'es à égalité au premier rang dans l'Ouest. Pourquoi tu irais faire un échange de même? Moi, je pense pas que ça va arriver, mais... Comme à chaque fois que Karl Anthony Towns a un bon match, les Knicks de New York vont avoir de l'intérêt pour lui. C'est la même chanson depuis littéralement 3 ans de temps. Mm-hmm. Dès qu'il y a un bon match, les Knicks ont un nouvel intérêt pour lui. Ils veulent suivre sa situation. Name tous les synonymes que vous pouvez penser pour ça. Les Knicks ont de l'intérêt. Je pense pas que les Timberwolves vont changer quelque chose qui fonctionne. En fait, la chose que les Timberwolves ont besoin, là, c'est un point de garde. Parce que Mike Conley est bon, mais Mike Conley est blessé. Et on peut pas juste dépendre de l'état de santé d'un point de garde de 36 ans. C'est sûr que c'est foncer tête première dans un mur. Puis je pense vraiment que les Timberwolves ont le noyau cette année pour être bons et pour faire un bon parcours en série, mais sérieusement, s'il y a un point de garde qui est disponible, et Mio, Dennis Schroeder, peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant, non? Dennis Schroeder, Minnesota, ça pourrait être intéressant. Ben, ça pourrait être intéressant. Je veux dire, c'est pas un meneur qui a besoin de marquer. C'est un meneur qui va jouer sur la première unité. C'est quelqu'un qui veut jouer sur la première unité, qui veut rapporter un championnat. C'est la même chose que j'ai dit il y a 2-3 semaines avant l'échange de Pascal Siakam. Puis moi, pour de vrai, je veux juste... On laisse ça au fils de Michael Jordan là, sur les Timberwolves. Là. On laisse ça à Anthony Edwards. Là. Anthony Edwards, toujours. C'est pas Jimmy Butler, le fils illégitime de Michael Jordan? Les deux. C'est des frères séparés à la naissance. Là, tu vois. Fait il y a ça qui se passe avec Karl Anthony Towns. Après ça, Devin Booker qui a décidé qu'il allait avoir une grosse semaine. 3 matchs d'au moins 40 points. Il en marque 46. Le soir d'après, il en marque 62. Le soir d'après, il en marque 44.
encore une fois, du côté des Suns, on a de la misère à enfiler des victoires. Puis j'ai l'impression que toutes les grosses powerhouses qu'on avait en tête dans l'Ouest avec tous les gros vétérans, ils ont un petit peu de la misère. Ce que je suis très content, c'est que Joel Embiid, qui est un autre joueur que j'apprécie plus ou moins, et moi, je l'aime pas. Moi, ça, je l'aime pas. J'avais beaucoup de difficultés avec le fait qu'il ait gagné le MVP l'année dernière. J'ai encore plus de la misère qu'on le considère très fortement encore pour le MVP cette année. En ce moment, parmi les 3 favoris, j'ai pas beaucoup de la misère avec ça. Va marquer 70 points. Encore une fois, Joel Embiid, vous aurez marqué tous ces gros matchs cette saison de 50, 60, 70 points. Allez juste voir contre qui il est allé marquer ça. Et combien de lancers francs il a? Oui, parce qu'attends, puis ça, justement, tu amènes un bon point. Joel Embiid a marqué 70 points cette semaine, mais tu parlais du MVP. On avait un gros match 76ers Nuggets qui était à Denver cette semaine. On avait un gros match entre ça. Et comble du hasard, je suis sûr et certain que c'était probablement un hasard. Joel Embiid avait un peu mal aux genoux. Pas été disponible pour juste ce match-là contre les Nuggets. Mais écoute, peut-être que ça arrive, peut-être que c'est juste une fois que ça arrive. Sauf que le problème, c'est que c'est pas juste une fois. Joel Embiid n'a pas joué un match à Denver, donc avec Nikola Jokic, depuis 2019, quand les mots COVID-19 ne faisaient littéralement pas partie de notre vocabulaire. Ça fait depuis ce temps-là que Joel Embiid ne va pas jouer contre Nikola Jokic à Denver. J'ai tellement de misère avec ça. Je peux pas croire, il me semble que l'esprit du compétiteur devrait être genre, je veux affronter les meilleurs, je veux aider mon équipe à gagner ces matchs-là plus difficiles. Il est jamais là. Il est jamais là. Il trouve tout le temps de raison pour pas être là. Ça, tu l'as vu aussi avec sa décision de vouloir se porter avec l'équipe américaine aux Olympiques. Et au passage, on commence à avoir un petit portrait de cette équipe-là. Là. On n'a pas encore les détails complets de qui va y être, mais lorsqu'on va les avoir, on va partager ça avec vous autres. J'espère tellement qu'Aaron Gordon n'ira pas. Je m'excuse, j'aime pas Aaron Gordon, mais j'espère qu'il sera pas là. Ça me frustrait. Parlant des Nuggets. Puis, ce qui était super sweet, comme je m'en allais au départ avec le 70 points de Joel Embiid qui est arrivé justement le jour de l'anniversaire du 81 points de Kobe Bryant. 4 jours plus tard, Luka Doncic, 73. Ça aussi, c'est totalement incroyable. Luka Doncic qui, maintenant, vient à égalité pour le 4e match avec le plus de points dans l'histoire de la NBA. Semaine complètement folle. Puis ça, c'est juste pour les performances qu'on a eues parce que là, après ça, on a eu une bombe au niveau du personnel. Drama. Les Bucks de Milwaukee qui étaient à ce point-là à 30 victoires et 13 défaites dans l'Est. 2e place, au passage. Dans toute la NBA, là, pas juste dans la conférence, dans toute la NBA. Là. Remercie Adrian Griffin. C'est terminé cette alliance. On le renvoie après 43 matchs et on laisse place à Doc Rivers. Parle-moi pas de Doc Rivers. Parle-moi pas de Doc Rivers. Je pense que les 3 étant plongés dans l'univers du sport, le facteur de la 2e chance, c'est quelque chose auquel on peut croire. Tout le monde a droit à sa deuxième chance. Dans le sport, plus ça, dans la société en général. Là. C'est important d'avoir une deuxième chance. J'ai l'impression pour certains cas, en tout cas, tout dépendant. On est au Canada en ce moment, il y a des choses qui se passent. Doc Rivers, combien de chances est-ce qu'il va avoir? J'en reviens pas. Les gens au hockey capotent sur le recyclage de coach, là, capotent parce que John Hines a une deuxième job. Là. Doc Rivers, moi c'est fini, je l'appelle plus Doc Rivers, je l'appelle Cat Rivers à partir de maintenant parce que ce gars-là a 9 vies. Je peux pas croire, ça ne fonctionne plus depuis des années pour Doc Rivers. Ce gars-là vit sur un championnat en 2008 où il y avait une super team qui avait pas d'allure. Il vit sur ce championnat-là. Il a jamais rien gagné d'autre depuis. A toujours été parfaitement ordinaire avec des super bonnes équipes, mais pour une raison ou une autre, tout le temps de la job qui l'attend. Quand en plus, c'est pas CNN News, CNN Sports qui annonce ça de nulle part, parce que ça a été la grosse affaire de la semaine. Toutes les nouvelles de la NBA, ça vient d'Adrian Wojnarowski, de Shams Charania ou de Chris Haynes. Et Doc Rivers, CNN Sports, faut faire attention. Faut faire attention, parce que Pop et moi, les deux, on est là-dessus.
apparemment, c'était CNN Sport qui l'avait énoncé. Et après ça, l'équipe de couverture d'Inside the NBA sont allés dire « Ah, ben CNN Sport, en effet, ont annoncé ça. » T'avais vu ça nulle part. Ça n'a jamais été confirmé. Premièrement, je savais même pas qu'il y avait une version sports de CNN. J'ai jamais vu ça. La page Twitter s'appelait CNN Sport au singulier, pas Sports. Ouais. Sport. Et deuxièmement, je comprends pas. Ça sortait de... Sean Sharania, Adrian Wojnarowski, il n'y avait rien. Il y avait juste eux qui avaient l'exclusivité. En tout cas, l'exclusivité qui suggérait que Doc Rivers revenait. Je comprends pas. La NBA est super fascinante. C'est incroyable. Mais veux-tu quelque chose qui est encore plus fou de cette histoire-là, puis on va revenir sur le sujet de Doc Rivers comme coach des Bucks, là. CNN Sports a sorti la nouvelle qui a été annoncée par Inside the NBA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que CNN fait partie de la même boîte que Bleacher Report, qui est qui est comme la boîte pour laquelle Chris Haynes travaille. Okay? Chris Haynes fait une carrière en étant celui qui sort des nouvelles pour Damian Lillard, qui joue pour les Bucks évidemment. Et Chris Haynes, qui travaille pour Bleacher Report, qui est possédé par la même compagnie que CNN, a sorti plus tard dans la soirée que c'est faux. Les deux dans la même boîte se sont littéralement contredits, et CNN Sports, qui encore là, personne n'avait jamais vu une nouvelle être sortie par eux autres, CNN Sports a dit « On est confiant de ce qu'on a sorti. Je ne sais pas d'où ça vient. » Évidemment, ça a été confirmé le lendemain. Ma théorie, il y a eu une dépêche de presse qui a été écrite, on voulait se préparer d'un coup que ça devait sortir. Quelqu'un qui s'est trompé, quelqu'un qui a envoyé ça à NBA TV, parce qu'il faut savoir qu'avant d'être dit à Inside the NBA, à TNT, ça a été raconté à NBA TV, qui est la version canadienne, qui est un peu la version canadienne de ces programmes-là de la NBA. Ça a été sorti là, personne ne s'en est jamais rendu compte, et une heure plus tard, ça sort de nulle part. Jamal Crawford, qui est complètement choqué quand il dit que ça vient de CNN Sports, et avec raison, parce que CNN Sports n'a jamais rien sorti par rapport au basketball, et ça a été vraiment le pur bordel. Mais l'annonce de Doc Rivers avec les Bucks, ça a été sorti par CNN Sports. Première fois en à peu près un millénaire que ça vient pas du Big Tree des insiders de la NBA. Bravo à CNN Sports, j'ai envie de dire. Écoute, moi, bravo, c'est David qui a battu 3 Goliaths pour sortir une énorme nouvelle demain. C'est incroyable. Mais là, c'est fait. Mais là, c'est Doc Rivers, quand même, malgré tout, qui va coacher les Bucks. Et déjà, deux choses que je retiens de la première journée de Doc Rivers. De un, Giannis Antetokounmpo, pour moi, commence vraiment à se transformer en LeBron James, on s'en va le là, GM. On s'en va là, OK. Giannis Antetokounmpo, on s'en va là, commence à devenir LeBron James et commence à me taper sur les nerfs et commence vraiment... Puis, Giannis mange 1 million de fois moins de marde que LeBron James pour ce genre de choses-là. C'est parce que Giannis, je m'excuse, mais c'est parce que Giannis a une personnalité qui est le fun. Une personnalité qui est beaucoup plus décontractée. Puis je pense que il y a un peu le facteur, on le voit avec, puis encore là, je vais rentrer dans une généralité, là, mais on dirait qu'il y a quelque chose avec les joueurs européens, comme mettons Shohei Ohtani au baseball ou Nikola Jokic, il y a comme un genre d'aura où est-ce que les gens ne voient pas. On est comme moins porté à les critiquer. Mais là... je sais pas, je pense qu'il rentre là-dedans. Je peux pas l'expliquer plus que ça, mais ça a l'air d'être ça. Giannis Antetokounmpo, dans les dernières années, commence à choisir un petit peu son alignement. Commence à aller stat-pad, aller chercher ses rebonds pour ses triples-doubles. Cette saison, sur le bord d'envoyer chier Adrian Griffin parce qu'il a sorti du match, alors que Giannis était à 1 rebond ou à 1 assist d'avoir son triple-double. Convaincre les Bucks d'aller chercher ses frères qui ont aucune affaire à jouer dans la NBA. Son frère est la risée de la NBA, là. Thanasis Antetokounmpo est la risée de la NBA. Ben, il est pas tant la risée, il y a eu 3 votes d'All-Star. 3 votes d'All-Star pour Thanasis. Exact. De Alex, Costas puis Giannis. On l'a. Puis, et là... Shout-out aussi à Steven Adams aussi, qui a eu des sélections pour le match de cette année. Il a joué. Il a pas joué aucun match cette saison. Il a pas joué. Mais tout ça pour dire... Et on savait qu'il y avait peut-être de la frustration du côté de Milwaukee avec Adrian Griffin. Et quand il y a de la frustration du côté de Milwaukee,
on s'entend que ça va venir de Giannis Antetokounmpo. Oui. Première fois qu'il passe sur la place publique depuis le renvoi d'Adrian Griffin, il t'allait dire il n'y en a pas de problème. Ben non. Moi, j'avais une très belle relation avec Adrian Griffin. J'ai même invité à mon mariage. Puis nous autres, on doit gober ça. Nous autres, il faut qu'on écoute ça. On se dit, Giannis Antetokounmpo sur la place publique. Moi, j'avais une bonne relation avec mon entraîneur-chef. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. On le sait bien. Ouais. Tout ce qui passe par Milwaukee va passer par Giannis Antetokounmpo. En ce moment, je suis très fortement de l'opinion qu'il retient les Bucks de Milwaukee en otage et devient justement LeBron James 2.0, le GM. Et puis là, ben, il y a cette storyline qui sort. Et puis là, tu as Doc Rivers qui vient dire pour commencer « Ah, c'est vraiment difficile, je souhaiterais ça à personne. » de coacher les Bucks de Milwaukee. Écoute, c'était tellement difficile. Les Bucks étaient tellement tannés d'Adrian Griffin. Je sais pas qu'est-ce qu'il leur a fait, là. Le lendemain de l'annonce du congédiement d'Adrian Griffin, les Bucks jouaient un match. Les gars dansaient sur le terrain. Ça avait vraiment l'air de célébrer le congédiement d'Adrian Griffin. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Je pense que Giannis ne devait pas bien s'entendre avec. Ça devait être aussi simple que ça. Puis Damian Lillard ne devait pas être content non plus. Griffin a probablement perdu son vestiaire. Puis ça n'a pas été une année facile pour les Bucks. Puis encore là, je remets pas rien la compétence de Griffin ou quoi que ce soit. Le gars avait quand même une fiche de 30 et 13. Il ne devait pas être si mauvais que ça. C'est le 3e plus court passage de head coach dans l'histoire de la NBA. Et 30 et 13, je m'excuse, mais ça méritait pas de se faire congédier aussi rapidement. Mon premier réflexe a été de penser qu'il s'était passé quelque chose en dehors, des accusations criminelles ou quelque chose, parce que ça sortait de nulle part. Même aujourd'hui, on n'a pas vraiment de raison en tant que telle, sauf peut-être qu'on a en fait des spéculations plus qu'autre chose. Je comprends pas. J'imagine qu'il a perdu son vestiaire, mais c'est fou, là. Il faut croire. Toujours est-il, les Bucks de Milwaukee ont quand même 2 joueurs au minimum qui vont aller au All-Star. 2 d'entre eux, au passage, qui sont des joueurs partants parce que, ben, justement, cette semaine, l'équipe d'Inside the NBA a aussi eu l'exclusivité. Ça, puis ça, c'était même pas comme une petite nouvelle sortie. Puis non, c'est vraiment la couverture se faisait chez eux. On allait sortir les 10 noms des alignements partants. On va commencer vite du côté de l'Est. Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jason Tatum, Tyrese Haliburton, et vraiment le plus surprenant de cette gang-là, c'est Damian Lillard qui obtient sa première mention en tant que partant au match des étoiles, tandis que le nom qui ressortait le plus dans cette conversation-là, c'était Jalen Brunson, qui le prend plus mérité que Damian Lillard, considérant la saison des Knicks et considérant le caractère de Jalen Brunson. Ça en a surpris plus d'un. C'est exactement là où je m'en allais. Damian Lillard ne mérite pas d'être partant. Ce match des étoiles, ça devrait être Jalen Brunson ou ça, à la limite Tyrese Maxey ou quelqu'un, mais Damian Lillard connaît possiblement sa pire saison en carrière depuis qu'il est recrue, et c'est cette année qu'il est partant. Je comprends qu'il a changé de conférence et tout, puis que dans l'Ouest, t'as des gars comme Steph Curry et tout, mais voyons que c'est cette année où est-ce que tout est en diminution chez lui, puis je parle pas juste en termes de volume, c'était quand même à prévoir avec le fait qu'il était avec Giannis, mais ses pourcentages d'efficacité sont en baisse et tout, puis on sent que c'est plus nécessairement le Damian Lillard que ça a déjà été. Et là, il est partant. Quoi? Non, ça marche pas. Et c'est pas pour autant qu'il connaît pas une mauvaise saison pour autant. Non. Il connaît une excellente saison. Les Bucks vont bien. Mais partant, non. Jamais. Exactement, nuance. Il mérite une place au match des étoiles. En tant que partant, non. Ça, c'est un peu étrange. Jalen Brunson aurait dû l'être. Exactement. Du côté de l'Ouest... Bon, ben, fallait s'y attendre. LeBron James va être un partant. Sa 20e mention au match des étoiles, qui maintenant est le record de tous les temps. Il est tout seul. Personne d'autre a plus de participation au match des étoiles. On avait un petit misère l'année passée avec ça du côté des journalistes. Il y en a qui disaient ben, c'est maintenant lui, mais en réalité, il y en avait autant que Kareem. C'était très bizarre tout ce qui se passait là. Mais là, c'est fait, c'est réglé. LeBron James est officiellement le joueur de la NBA avec le plus de participation au match des étoiles dans son existence. Ensuite, on y va encore une fois comme du bon vin, on y va avec des grands-pères. Kevin Durant va représenter les Suns de Phoenix sur le frontcourt dans l'Ouest.
Troisième, Nikola Jokic. Sans surprise, les champions en titre, aurait dû être MVP en titre, toujours dans la conversation cette année. Ensuite, dans l'arrière, on a Luka Doncic. Encore une fois, le mérite. La saison des Mavericks a beaucoup ralenti depuis le début de la saison, mais ils ne seront jamais dans une situation gagnante si c'est sans Luka Doncic. Encore une fois, saison excellente, tout près de moyenner un triple-double à chaque soir. Et pour une deuxième saison consécutive, Shai Gilgeous-Alexander. Let's go! Du sang Let's go! canadien. Le Canada is in the place. Exactement, la seule fois que vous allez m'entendre dire que je suis fier canadien. Oups. C'est on s'en parle aux Olympiques l'année prochaine. Tu vois. Ça j'ai très hâte. Je vais être le plus grand fan. Puis ça, je porte une casquette des Blue Jays en ce moment. Shout out mon ami Alex pour le cadeau de Noël. Donc ça, c'est l'alignement partant des deux conférences qu'on va avoir. C'est un peu étrange parce que l'équipe d'Inside de NBA a mentionné quand même que Giannis et LeBron James allaient respectivement être les capitaines des équipes, malgré qu'on n'ait pas de repêchage cette année. C'est un titre honoraire. Il n'y a rien de plus. Il ne va pas avoir de lettres sur le chandail. Il ne va pas avoir un bandeau sur le bras ou peu importe, comme on peut le voir au soccer international. Donc, c'est ça qu'on a pour ça. Juste vite, on avait eu un petit match. Je mentionne ça très rapidement. Lakers, Warriors, totalement fou. Steve Kerr, troisième coach en dedans d'un mois qui chiale sur les arbitres. Deuxième fois contre les Lakers. La taxe Lakers, on en parlait, la taxe Lakers. La taxe LeBron James. Exactement. Juste mention à ça, Steve Kerr a dit « J'aimerais ça en parler, mais je ne vais pas trop élaborer parce que ma mère est là, puis je vais bien me comporter. » Mais c'était 43 lancers francs contre 16 pour les Lakers de Los Angeles. Qui d'ailleurs l'ont remporté sur 2 lancers francs de LeBron James, soit dit en passage. En deuxième overtime dans un match incroyable. Où Steph Curry a été clutch aussi. Oui. Au grand désarroi. Curry d'ailleurs, je sais qu'il n'y a pas de gars à tasser, mais ça aurait quand même été beau que ça dans le line-up partant de l'Ouest. Je sais pas qui j'aurais tassé parce que les 5 gars le méritent, mais ça qui arrive quand tu peux juste élire genre 11 gars par association, c'est tellement tough. On n'aurait pas pu tasser quelqu'un on n'aurait pas pu tasser Damian Lillard, mettre Curry puis l'échanger à l'Ouest pendant le match. Au moins il aurait pas été partant, Lillard n'aurait pas été là sans mériter, puis ça aurait été beau, je sais pas. Toujours est-il, hein? On va se transporter du côté du baseball parce que tant qu'à parler de futurs membres du Temple de la Renommée, on va en parler du côté du baseball. On a maintenant notre alignement de 2024 pour le Temple de la Renommée. Donc, nous avons Joe Mauer, Adrian Beltre, Todd Hilton et Jim Leyland. Les boys, des opinions à chaud. Est-ce qu'on a eu des snobs? Peut-être aussi quelqu'un qu'on aurait voulu voir. Puis probablement, j'ai le même que Félix. Oui, c'est sûr qu'on a le même. Je vais commencer ainsi. Je suis tellement content pour Todd Helton qui s'en va rejoindre, premièrement, Larry Walker en étant les 2 grandes vedettes de cette franchise-là qui ont dans les années 90. Mais c'est parce que, pour ceux qui ne connaissent pas le baseball et qui ne suivent pas ça, c'est que les Rockies du Colorado, c'est spécial un peu. Tu sais, dans le baseball, on ne joue pas à terrain égal. Je m'explique. Au Colorado, on sait on est plus haut en élévation, donc la résistance de l'air est moins forte. Ce qui fait en sorte que les balles, quand elles sont frappées au Colorado, franchissent de plus grandes distances. C'est correct, c'est scientifique. Ouais. On a fait en sorte que le terrain du course field soit un petit peu plus grand pour compenser un peu. Les clôtures sont vraiment éloignées. Ouais. Mais ce que ça fait, c'est que ça crée un faux narratif avec les années. Comme quoi que c'est impossible d'un joueur d'avoir une belle carrière sans l'aide de course field. Larry Walker, ça y a pris... C'est pas sa dernière année d'admissibilité. Oui, sa dernière année. Oui, sa dernière année d'admissibilité avant d'être admis. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Todd Helton, je l'espère, viendra briser ce faux narratif-là en rejoignant Cooperstown avec Larry Walker. Et peut-être même, je sais pas s'il va porter une casquette des Rockies éventuellement quand ce sera son tour, mais probablement quand ce sera le tour de Nolan Arenado aussi, dans quelques années.
J'avoue que c'est une bonne question. J'avoue qu'il va supporter les Rockies, les Cardinals. J'aime ça. J'aime ça. J'ai hâte dans 6 ans, là, quand on va faire la triple menace, qu'Arenado va avoir annoncé sa retraite, qu'on jase de ça. Là. J'ai vraiment hâte de ce débat-là. J'aime ça. J'adore tellement cette facette-là, par contre, du baseball puis du temple de la renommée, de choisir sa casquette. C'est juste un petit peu dommage qu'il y a du monde comme André Dawson qui veulent plus la casquette des Expos. Ils sont pas bien avec. C'est pas grave. Mais bref. Mais pour venir, pour les autres, pour Adrian Beltre, c'était... Je savais que ça allait être facile. Je pense que le 75% pour sa première année allait être facilement dépassé. 95%, je ne m'attendais pas à un aussi haut taux. On sait que des fois, ceux qui votent pour le temps de la renommée au baseball, c'est très arbitraire. Hein? C'est beaucoup, des fois, on peut dire, des fois, c'est un concours de personnalité. Écoute, il y a eu un joueur unanimement voté au temps de la renommée, c'est Mariano Rivera, tandis que des gars comme Hank Aaron, Ricky Anderson, Ken Griffey Jr., Willie Mays n'ont même pas été admis unanimement. C'est juste pour montrer à quel point il y a du monde qui peut être assez cranky comme ça. Puis un autre exemple, Derek Jeter, qui avait été unanime -1. Il y avait un journaliste du coin de Boston qui n'avait pas voté pour Héros, quel homme! Un héros national. C'est scandaleux. C'est un scandale. C'est un scandale, mais pour moi, c'est un héros national. Mais Adrian Beltre, écoute, qui est pour un frappeur qui a atteint le milestone, d'après moi, le plus automatique pour le temps de la renommée. 3000 coups sûrs, seulement 33 joueurs dans l'histoire de la... si tu fais 3000 coups sûrs, à moins d'être un gars comme Rafael Palmeiro qui a été lié aux stéroïdes pendant très longtemps, c'est assuré que tu fais le temps de la renommée. Joe Mauer, je pensais que ça serait un petit peu plus haut. Je pense qu'il est rentré à 76%, juste 1% au-dessus. Je pensais qu'il l'aurait plus facile que ça. Mais écoute, un catcher qui gagne 3 fois le championnat des frappeurs, qui... Soit dit en passant, Joe Mauer aussi, ce qui est vraiment le fun, c'est que ce gars-là, quand on parle d'athlète naturel, là, le gars a été repêché premier overall dans la MLB. Puis, quand il était à l'école secondaire, USA Today l'a nommé joueur de l'année au pays, au grand complet, au baseball et au football, parce que c'est aussi un corps arrière. C'est juste fou à quel point Joe Mauer, petit gars du Minnesota, drafté premier overall par son équipe de jeunesse, passe l'entièreté de sa carrière au Minnesota. Puis c'est aussi le plus jeune membre des Twins aussi à être intronisé au temple de la renommée, là. Oh, ça, je pourrais pas te confirmer, mais tu me diras que les Twins, c'est pas l'organisation qui a eu le plus grand nombre, mais... Non, exact, mais je c'est faire ça, la recherche, mais... Non, mais c'est quelque chose que j'avais lu justement un petit peu là, du côté de Joe Mauer, plus jeune membre des Twins du Minnesota, dans un sport en plus de longue date comme le baseball aussi, où t'en as du monde qui sont passés par là. Puis aussi, si vous voulez aussi un trivia fact qui est vraiment intéressant et qui est vraiment le fun, Todd Helton aussi joue au football. C'est même rendu dans la NCAA avec les Volunteers du Tennessee. C'était le carrière partant des Volunteers du Tennessee avant de finalement décider de jouer au baseball. Ouais. Juste pour vous dire, c'était Peyton Manning son backup. Juste pour dire. Son backup, c'était Peyton Manning. C'est juste pour... Tu sais, le film room des Volunteers du Tennessee au milieu des années 90, t'avais Todd Helton, futur membre du temple de la renommée du baseball et possiblement le meilleur carrière de l'histoire de la NFL, Peyton Manning. Oh, tu poses ça, mon ami. Tu poses ça, par contre, avec ton take sur Manning, mais c'est en effet impressionnant. Mais puis, écoute, juste faire un peu de chemin aussi sur ce que tu disais, temple de la renommée. Moi, tu vois, c'est drôle parce que tu parlais que Beltre, tu le trouvais un peu haut, Mauer un peu bas. Moi, tu vois, je m'attendais un peu à l'inverse. Moi, je m'attendais pas à ce que Mauer rentre à sa première année. Parce que, pour ceux qui connaissent pas trop le processus et tout, le temple de la renommée, il y a énormément de gens qui accordent beaucoup de valeur au fait d'être un membre de la première cuvée à ta première année. Il y en a beaucoup qui disent, faut que tu fasses tes classes, faut que tu sois là 4, 5 ans, 6 ans, puis que tu finisses par mériter de rentrer. Puis il y a une grosse culture autour de ceux qui veulent garder un petit temple de la renommée aussi. Tu sais, il y a comme cette grosse culture-là de pas faire rentrer les gars facilement à leur première année. Joe Mauer, qui avait une super belle fiche et tout, puis le mérite, j'aurais voté pour Joe Mauer aussi, mais ça me surprend quand même qu'on ait voté pour Joe Mauer à ce niveau-là. Et pendant ce temps-là, t'as Adrian Beltre Adrian Beltre a, selon moi, la carrière parfaite pour un membre du temple de la renommée. Tu disais 3000 coups sûrs,
n'a littéralement jamais été associé à aucun scandale quelconque, a joué dans des gros marchés avec les Dodgers, avec les Red Sox, même un peu avec les Rangers, qui sont quand même pas un gros marché, mais quand même un bon marché. Avec les Red Sox aussi, une petite année. Oui, les Red Sox, c'est ça. Puis on parle aussi d'un gars qui a une personnalité incroyable. Le gars est drôle, le gars est un favori de la foule. Puis tout le long du processus, ça a été les journalistes qui l'ont côtoyé ont été genre, ce gars-là est incroyable, on a adoré couvrir Adrian Beltre et tout. Il y avait juste un seul défaut. Il y avait juste un seul défaut dans sa carrière, il n'a pas gagné de série mondiale. Puis il y en a, d'après moi, les quelques-uns qui l'ont gardé hors de leur bulletin de vote, c'est peut-être ce qu'on lui a reproché. C'est peut-être juste ça, parce que tu ne peux pas rien reprocher, aucun scandale de dopage, rien. Ce gars-là a une carrière extrêmement clean, et c'est le candidat parfait de première année qui rentre sans trop de problèmes. Et Todd Helton, comme tu disais, très beau moment pour les Rockies, très content pour eux. Et Jim Leyland aussi, l'ancien gérant qui a été élu probablement avec une cigarette au bec pendant qu'il était élu. Mais je veux aussi parler, tu parlais de snub, Mio. Il y a un grand snub et j'espère que l'année prochaine, ce sera enfin la bonne. Billy Wagner, qui n'est pas encore au temps de la renommée. My boy, ça me fait, je trouve ça ridicule. C'est le meilleur releveur gaucher de l'histoire de la MLB et possiblement le deuxième meilleur releveur tout court après Mariano Rivera. Billy Wagner était un monstre du début à la fin de sa carrière, a été tellement bon et jamais été lié dans un scandale de dopage, quoi que ce soit. A même une histoire vraiment cool. Billy Wagner était droitier à sa naissance et il a appris à lancer de la gauche parce qu'il savait que ceux qui lançaient de la gauche étaient souvent des gars qui avaient des meilleures carrières. Et non seulement ce gars-là n'est pas un droitier naturel, il a appris à lancer de la gauche, il a appris à lancer à 99, 100 000 à l'heure de la gauche. Bonne chance, sincèrement. L'être humain normal doit lancer, mettons qu'il se force vraiment, peut-être à 70, 75 000 à l'heure de son bon bras. Je mets au défi n'importe qui d'apprendre à lancer 100 000 à l'heure de son mauvais bras. Bonne chance. Si vous y arrivez, je vais vous ajouter sur mon bulletin de vote pour vous faire rentrer à Cooperstown, même si vous n'avez jamais joué dans les majeurs. Puis, l'autre chose que je retiens de ce bulletin de vote-là, une autre année sans Alex Rodriguez, ça me rend heureux. Je déteste Alex Rodriguez. C'est possiblement le joueur que j'ai le plus détesté dans toute ma vie au baseball. Même si je joue pour les Yankees, je déteste Alex Rodriguez et ça me fait tellement plaisir que ce gars-là ne soit pas rentré. Toute année où est-ce qu'Alex Rodriguez ne rentre pas au temple de la renommée est une bonne année. Bravo aux voteurs d'encore ne pas avoir inclus Alex Rodriguez au temple de la renommée. Je vais juste conclure sur Billy Wagner avec une autre information. Ce gars-là a une carrière, premièrement, statistique incroyable. Le gars lance dans les majeurs avec son bras pas naturel. Et ce gars-là, malgré tout, 5 pieds 10, 180 livres. Tu sais, on parle de Pedro Martinez là, qui fait. Puis, ce gars-là jouait Division 3 au collège. Ferrum College en Virginie, ce gars-là lançait en 3e division dans la NCAA et finit probablement, comme tu dis, le meilleur releveur gaucher de l'histoire des majeurs. Et moi, je le placerais deuxième tout court releveur derrière Mariano. Je pense que c'est pas fou de compte. Je pense qu'en termes d'ERA+, qui est comme la stat qui normalise tout le monde selon les stades, l'époque dans laquelle on jouait, parce qu'il a été incroyable et il l'a fait pendant une bonne partie pendant l'ère des stéroïdes dans la MLB. Quelle carrière, Billy Wagner. Je n'en reviens pas qu'il ne soit pas rentré au temple. Et je pense que l'année prochaine va être la bonne, mais il va falloir que ça se fasse. Parce que s'il y a un temple de la renommée sans Billy Wagner, ça ne mérite pas d'être considéré comme un vrai temple de la renommée du baseball. Voilà. On a eu quelques transactions, quelques mouvements de personnel au niveau des joueurs quand même cette semaine. 2 qui ont retenu un petit peu plus l'attention. Dans un premier temps, on a Rhys Hoskins qui va passer aux Brewers. Rhys Hoskins qui était avec cette impressionnante équipe des Phillies qui ont fait beaucoup de chemin en séries éliminatoires, a atteint le seuil des 30 coups de circuit pour la deuxième fois dans sa carrière. Passe aux Brewers. Qu'est-ce qu'on pense un peu de cette transaction-là, d'aller chercher Hoskins au premier but? Les Brewers qui, je ne sais pas comment saisir cette équipe-là. Moi, je pensais qu'on allait vendre. On n'est pas un club reconnu pour être très offensif non plus, donc c'était un besoin. Mais on dirait tout le temps que les Brewers de Milwaukee vont tout le temps chercher un washed-up joueur de premier but.
C'est exactement là que je m'en allais. Tantôt, je te parlais de Jim Harbaugh, l'embauche la plus Chargers de l'histoire. Rhys Hoskins, c'est la signature la plus Brewers. Mettons, des 5 dernières années, on fait le coup à chaque année. Roddy Tellez, qui est ça. On a eu Carlos Santana il y a une couple d'années. On fait ça à chaque année. C'est dans les habitudes de la maison depuis une couple d'années. Puis je te renvoie la POC après, Pop. Mais ça, pour moi, ça me surprend pas dans le sens où c'est un move vraiment à la Brewers. Puis le fit, je le voyais un peu depuis le début, puis je suis content que ce soit fait. C'est plate pour les Phillies qui perdent un gars qui était aimé, mais bien fait pour les Brewers. Mais je vais juste peut-être relancer, juste sur une légère parenthèse, justement, sur les Phillies de Philadelphie. Est-ce qu'avec Rhys Hoskins qui part, est-ce que Bryce Harper devient un joueur de premier but? Oui. Pour le reste de sa carrière à Philadelphie? Peut-être pas le reste de sa carrière, mais là, en ce moment, considérant la situation au champ extérieur où on a Kyle Schwarber, on a Nick Castellanos, puis on a aussi le joueur de chanson, son nom m'échappe, j'ai vu Josh Ross. Josh Ross. Parce que ce joueur-là, on a déjà beaucoup de voltigeurs, puis on a un fit, on a un besoin de premier but. Bryce Harper, qui a appris à jouer là l'an passé, avait dit aussi dans le passé, quand il était joueur autonome, qu'il était prêt à prendre le premier but pour si ça pouvait intéresser les Yankees, par exemple, qui n'ont même pas pris le temps de l'appeler, mais ça, c'est une autre histoire. Bryce Harper a dit qu'il est prêt à jouer au premier but. Je pense pas que ça va être un problème pour lui. Je pense que si les Phillies lui demandent de jouer au premier but à temps plein, ce sera pas un problème. Je pense qu'il va le faire sans problème. Dans un monde idéal pour les Phillies, ce serait d'envoyer Nick Castellanos au premier but, Bryce Harper dans le champ, parce que Bryce Harper est un bien meilleur joueur de champ que Castellanos. Mais je pense que Bryce Harper va passer la prochaine saison au moins au premier but pour les Phillies de Philadelphie. Deuxième transaction qui est arrivée, c'est du côté des Diamondbacks, Félix, qu'on acquiert les services de Joc Pederson, qui a connu un début de carrière quand même stable, passé, je pense que c'était les 7 premières années de sa carrière avec les Dodgers de Los Angeles. Et depuis 2020, on est rendu à la 5e équipe, a passé justement des Dodgers, a fait un tour avec les Cubs à Chicago, est allé du côté des Braves et a passé les 2 dernières saisons à San Francisco. Est-ce qu'on reste quand même, toi justement, qui est le responsable des communications des Diamondbacks de l'Arizona? Ministre de la propagande. Ministre de la propagande. Tout est une question de perspective, Pop. Félix, Félix dirait que c'est la propagande. Moi, je veux dire que c'est la communication. Comment on voit cette transaction-là d'aller chercher justement un gars comme Joc Pederson, qui a quand même eu une mention au match des étoiles il y a quelques années de ça, malgré qu'il semble beaucoup changer d'adresse? J'aime beaucoup ça pour les Diamondbacks dans le sens où Pederson ne vient pas dans un rôle où il doit sauver l'attaque, mais clairement, cette équipe-là sentait qu'on avait besoin de plus de circuit, qu'on avait besoin de plus de puissance. On l'a vu au début de l'hiver, on a été chercher Eugenio Suarez dans une transaction avec les Mariners. Eugenio Suarez qui a une réputation de frapper des circuits et tout. Et là, Pederson qui est un frappeur gaucher de puissance. Il n'y en a pas 1000 des gars comme ça. Puis Pederson, ça n'a pas toujours été facile. Les blessures aussi un peu dans les dernières années qui l'ont ralenti, mais on l'a vu en 2021 dans la conquête de la Série mondiale des Braves. Ce gars-là, en série, se lève. Ce gars-là va taper des gros circuits importants. Et je me suis imaginé, quand ça a été annoncé, là, ma première réaction, ça a été de m'imaginer une série Diamondbacks-Dodgers en série de division ou quoi que ce soit. Puis Joc, qui est littéralement, son surnom, c'est littéralement Joctober, parce que le gars se présente tout le temps au mois d'octobre en série. Je me suis imaginé un match numéro 4 Diamondbacks qui mène 2-1 dans la série, perd 3-2 dans le 9e manche, puis là, Pederson s'amène au bâton avec un gars, ses sentiers, qui tape un circuit pour donner la victoire aux Diamondbacks. Je le vois, je sais que Joctober va arriver, va donner au moins un gros circuit important à cette équipe-là en série. J'aime ça pour les Diamondbacks. Je trouve que on l'a vu un peu pendant les séries. Il y avait du punch offensif, mais il manquait un peu de puissance, surtout quand Christian Walker arrêtait de frapper. Suarez, c'était une super bonne addition à ce niveau-là, et Joc Pederson, c'est ce que cet alignement-là avait besoin. Et maintenant, de 1 à 9, on est vraiment solide chez les Diamondbacks. On va chercher un autre releveur avec une rotation améliorée. Cette équipe-là est très dangereuse, même si les Dodgers font très peur dans cette division-là. Moi, j'ai juste envie de dire que Joc Pederson fit les Diamondbacks parce que quand il a gagné la Série mondiale avec les Braves d'Atlanta, ça fitait la description « gagner with the power of friendship ». Oui. Ça fit tellement bien juste pour ça. Puis clairement, les Diamondbacks se sont dit « Hey,
on a fait dépenser $1 milliard aux Dodgers juste en gagnant with the power of friendship. Pourquoi pas le refaire une deuxième fois? Puis juste pour vous donner une idée du type de gars qui est Jock Peterson, quand il était avec les Cubs, tu parlais de son bref passage avec les Cubs, à un moment donné, ça allait pas bien avec les Cubs, puis il cherchait des façons de s'en sortir avant qu'il soit échangé au Braves une couple de semaines plus tard, et il parlait avec Anthony Rizzo, qui était encore avec les Cubs à l'époque, et Rizzo lui avait dit moi, quand ça va pas bien, je me bleach les cheveux. Puis Peterson s'est bleaché les cheveux, et après, il s'est mis à porter des colliers en perles. C'est devenu une histoire incroyable avec les Braves d'Atlanta. Peterson est devenu un favori local à cet endroit-là. Ce gars-là est parfait dans un vestiaire. La seule chose, parlez-y pas de fantasy football avec Tommy Pham, parce que sinon les deux vont se taper sa gueule sur le terrain dans un match par rapport en juillet. Faites juste éviter ça, mais sinon Jock Peterson, incroyable. Incroyable. Shout-out commissaire Mike Trout de cette ligue. Soit tu t'en passes. Cette ligue-là est incroyable. Moi, je veux savoir tout ce qui se passe dans cette ligue de fantasy-là. Parce qu'on sait qu'il y a Mike Trout, Jock Peterson, Tommy Pham. J'aime juste ça. J'aime ça. Une ligue de fantasy football qui se transporte en une bataille sur un terrain de baseball dans un match pas rapport en juillet. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse tellement. J'aime ça. On va terminer le bloc baseball sur une nouvelle un petit peu insolite. Puis quand même quelque chose, je crois, maintenant ne surprend plus grand personne, grand fan du sport. Yasiel Puig, OK? Joueur cubain, joueur qui a commencé sa carrière, bref, carrière aussi, on va se le dire maintenant, une fois que tout est fait, avec les Dodgers de Los Angeles, électrisant, c'est même mérité la couverture de MLB The Show 15, mais autant que son jeu était électrisant et il attirait les foules, ça a toujours été un joueur, peu importe où il passait, la controverse le suivait. Oui. Et on était même à un point dans le temps de lancer des pétitions pour annuler complètement la sortie de MLB The Show 15, changer la couverture du jeu, en faire une nouvelle avec un autre joueur que Yasiel Puig. Au Canada, on était chanceux parce qu'on avait des versions avec Russell Martin, parce que c'était l'été qu'il avait signé avec les Blue Jays, justement. Je pense que c'était avec Donaldson, celle-là, si je me trompe pas. Je pense que c'était l'année de Donaldson. C'est peut-être le 14, Donaldson? Attends, je vais aller. Je me mélange. J'essaie, mais t'as raison sur ce point-là. Il y avait Brett Lawrie aussi. Il y avait dans ce temps-là, c'était cool quand même, les couvertures au Canada, puis tout, mais ouais, il y avait Yasiel Puig cette année-là, puis c'est vrai qu'il y avait eu ben du. Ça avait vraiment chialé. C'était quand même drôle de voir à quel point les gens prenaient ça à cœur. Ça me faisait rire un peu. Ouais, c'était MLB The Show 15, effectivement, pour Yasiel Puig. Somme toute. Donc, ça, pour ce qui est Yasiel Puig, encore une fois, au Venezuela, où il va, il fait sa meilleure imitation de Russell Crowe, puis il décide juste d'embarquer dans une mêlée générale à 8 joueurs à la Call of Duty. Puis pas juste. Parce que, tu sais, les bagarres, puis les mêlées générales au baseball, tu sais, on est juste d'en face, on se pousse un peu, puis tu sais, on veut juste show off un peu pour être tough un peu. Ça, c'était une bagarre de rue, les chums. Ça se tapochait sa gueule, là. J'ai rarement vu ça, là. Moi, c'est dans ma bucket list, aller voir au moins un match de baseball en République dominicaine dans la Ligue d'hiver. Ça, c'est dans ma bucket list. C'est une autre game. Je me souviens, c'est José Ramirez qui racontait ça, le joueur des Guardians, qui expliquait, lui, quand il a grandi, parce qu'il m'a posé la question dans un match de série, il dit, est-ce que la pression t'affecte, toi? Puis il expliquait, il dit, la réalité dans les pays latins comme ça, il dit, si tu joues pas bien, il y a des gars qui t'attendent en dehors puis qui vont te péter à la gueule. Fait que ça te donne vraiment une bonne raison. C'est une autre game complètement dans ces pays-là, jouer au baseball. Puis Yasiel Puig, il est quand même pas son premier incident. On se souviendra la grosse mêlée générale qu'il y avait avec les Pirates, qui est quand même une des bonnes qu'on a eues dans les dernières années, quand c'était vraiment les gérants, ils se battaient, David Bell, puis c'était Puig qui avait essayé de pogner l'équipe au complet à lui tout seul, puis là, il avait fallu que des renforts arrivent, puis il y a eu mon bout préféré des mêlées générales qui arrivent à chaque fois quand tout le monde se tape sa gueule, puis t'as les deux enclos de releveurs qui courent tout le terrain pour essayer de venir, qui arrivent en retard, qu'on va essayer d'amener du renfort. Ça me fait rire à chaque fois, ça, mais Puig, c'est pas la première fois que ça arrive. On sait qu'il est un gros tempérament un peu bouillant et tout. Puis, est-ce que ça me surprend qu'il se remette encore un peu dans le trouble au Venezuela, ou est-ce que disons que ça brasse encore un peu plus?
Ça me surprend pas exactement. Mais ça, je verrais comme une affaire comme Madison Bumgarner qui signe avec une équipe rivale au Venezuela pour réaffronter Yasiel Puig parce que... Puis sous un faux nom, c'est sûr qu'il signe sous un faux nom. Oui, parce qu'il faut rappeler que Madison Bumgarner, c'est le plus gros boomer que l'histoire de la MLB a jamais vu et a déjà participé à des rodéos sous un faux nom pour genre se cacher un peu ou whatever parce que c'est un gars qui tripe vraiment sur les chevaux. Puis on avait découvert qu'il faisait des rodéos sous un faux nom. Fait que pourquoi pas s'en aller jouer au baseball au Venezuela sur un faux nom. Tu me fais tellement penser à quelque chose. Parlant de deuxième identité, connaissez-vous le nom de Samuel Soba? Ça me dit rien. Nope, ça me dit Je vous demande, s'il vous plaît, allez googler, puis le monde à la maison, si vous n'êtes pas dans votre voiture, si vous êtes en mesure de le googler, googlez le nom Samuel Soba. Je suis en train de le faire en ce moment, là. Oh, est-ce que je vois... Qu'est-ce que... OK. Non. Hein? C'est quoi ça? Donc, c'est ça? Serge Ibaka! Donc, c'est ça. Félix vous l'a dit. C'était juste une parenthèse, ça fait penser à ça. Serge Ibaka, qui a déjà eu la deuxième identité de Samuel Soba. Allez faire vos devoirs là-dessus. Je vais pas vous spoiler ça ici, là. C'est fantastique. C'est pour de vrai, si vous voulez quelque chose pour vos quiz, vos soirées quiz ou un souper avec des fans de sport, parlez-leur de Samuel Soba. Allez faire vos recherches avec ça. Vous allez gagner des points. C'est incroyable. Oh là là. Tout ce que j'avais à dire. Hey, j'ai lu en diagonale, puis ça me fait rire. C'est ça, j'ai ma carte. Mais bref, on va passer vite au sujet hockey parce que merci Jésus, on a un court bloc hockey. Petite mention, cette semaine, Patrick Roy a décoché un emploi avec les Islanders de New York. Ben ça, en fait, on en avait parlé la semaine dernière, à quel point c'était incroyable. Lamoriello a gardé ça, sous les draps tout ce temps-là. Et puis là, ben, il y a eu le match de jeudi dernier à Montréal. Super belle ovation que l'organisation du Canadien a décidé de faire à Patrick Roy lors de l'interprétation des hymnes nationaux, en fait de l'hymne national canadien. C'était pas la première fois que Patrick Roy revenait au Centre Bell, que ce soit même en tant que partisan. Il y a quelques années, il a été là. On l'avait montré sur l'écran géant après un arrêt de Carey Price. Mais là, revient en tant qu'entraîneur-chef. On lui donne une super belle ovation, un match enlevant, qui a eu une fin un peu étrange, et je parle pas du but de Sean Monahan, mais Brendan Gallagher. Je veux dire, moi je regardais cette joute-là, puis là, bon, je vois un jeu qui s'en est pas par grand-chose, là. Juste, vous allez me rappeler son nom, là. Adam Pelech. Adam Pelech qui va juste qui est en zone neutre. Pas grand-chose qui se passe. Qui a zéro la rondelle. Là. Qui a zéro la rondelle. Il vient de s'en débarrasser, ça fait 2-3 secondes. Même. Je vois Brendan Gallagher arriver, en fait, se dérouler au bas de l'écran, mais je vois Gallagher qui arrive du haut de l'écran. Ça tentait de donner un coup d'épaule à la tête. Avec beaucoup de coudes dans le tu sais, mettons, si Brain Fart avait comme une image, tu donnes ça. Tu peux voir dans le coup de l'action certaines mises en échec du côté de la tête, autant qu'on veut éliminer ça du hockey avec passion. Quiconque le coup nécessaire. Gallagher, qu'est-ce que... Tu sais, puis c'est ça qui est bizarre parce que, genre, Gallagher n'est pas exactement reconnu comme un gars qui est vicieux. Gallagher est un gars qui est intense. Gallagher est un gars qui joue sur la ligne. On le connaît. C'est un tannant, mais c'est pas un salaud. C'est ça, c'est un tannant, c'est pas un salaud. Puis, je veux dire, il avait littéralement jamais été suspendu avant ce coup-là dans toute sa carrière. Sa seule tâche au dossier, c'était une amende en 2021. On n'avait aucune suspension, on n'avait rien à ce niveau-là. Et là, de nulle part, ça sortait vraiment de nulle part. Le match était peut-être émotif, puis c'est venu chercher le meilleur de lui. Un coup qui était complètement inutile, et il y a littéralement personne qui a défendu le coup de Gallagher. Ça a été unanime comme quoi ça n'a pas sa place, puis c'est ridicule de faire ça. Puis pourtant, Brendan Gallagher, qui a toujours été reconnu comme un fan favorite à Montréal avant que son corps décide de le lâcher et qu'il devienne
presque un squelette sur la glace. Dis-le en W, dis-le-moi en W. Wash, ok, ouais, il est wash. il est lessivé, rincé, puis renettoyé, mais même à ça, ce gars-là est apprécié de tout le monde. On sait à quel point il est intense, c'est toujours la personne a pris de son bord. Zéro. Puis en fait, on a annoncé au début, on a annoncé une audience par téléphone, donc c'était maximum 5 matchs. Et au final, ça a été l'annonce de 5 matchs. Et le verdict, presque unanime, c'est pas suffisant. Puis je comprends que Gallagher est pas un gars qui a de multiples offenses dans son dossier. Puis tout, c'est pas comme un gars comme Rafi Torres qui avait été suspendu 41 matchs parce qu'il était rendu à peu près 27 suspensions. Gallagher en était à sa première, mais la NH veut sortir les coups à la tête de son produit, veut plus que ça arrive. Et là, on a un exemple flagrant d'un coup qui est inacceptable, qui n'a pas sa place dans le hockey. 5 matchs, je m'excuse, mais c'est pas assez. Puis je le dis en tant que gars qui aime Brendan Gallagher, qui a aimé Brendan Gallagher longtemps, ce n'est pas assez. Ça mérite plus un geste comme ça. Ça n'a pas sa place dans le hockey. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Et je sais que c'est pas un gars qui est comme ça. On l'a vu depuis des années. Mais ça méritait plus que 5 matchs selon moi. Ou en tout cas, ça méritait au moins une audience en personne pour se donner la possibilité de le suspendre plus que ça. Exact. Puis juste pour closer le côté hockey, maintenant, vous êtes tous au courant de ce qui se passe avec l'équipe junior 2018. Petite mention vite, il n'y a rien qui a été confirmé encore au moment qu'on enregistre l'émission. On a des joueurs qui ont quitté leur organisation pour des raisons personnelles, en même temps que la police de Londres a demandé à 5 individus de Londres, oui, Londres, London, oui, bien sûr, London, Ontario, pas London, Londres, UK. Là. On va remettre les pendules à l'heure. Là. Et juste après que la police a demandé à 5 individus de se présenter pour toute cette affaire, ben, on a des joueurs qui ont quitté l'organisation. Il y a Alex Formanton on a su, même dimanche matin, qui s'était bel et bien rendu à la police de London. C'est le seul qu'on sait vraiment qui s'est rendu à la police. Lui qui jouait, qui était le seul joueur qui n'était pas dans la Ligue nationale, jouait en Suisse. Il est arrivé au Canada, s'est rendu à la police. À cette heure, qu'est-ce qui va se passer? On laisse ça se développer. On vous laisse faire votre propre opinion sur ce sujet. Exactement. On va passer à notre, maintenant, nouveau sujet depuis quelques semaines, le petit perron d'église. D'église. Donc, bienvenue, à chaque... mes frères, bienvenue. Asseyez-vous. Soyez confortables. Nos frères en Christ, certains diront. Nos frères en Christ, venez-vous-en. On ouvre le perron d'église avec tout le monde. Et voilà. Donc, petite affaire là-dessus. Justement, chaque semaine, on vous demande sur nos comptes Twitter personnels. On va le faire aussi, bien sûr, un peu plus sur Facebook. Au passage, si jamais vous voulez interagir, nous envoyer des mimes, tout ça avec nous autres sur Facebook. On le rappelle à chaque épisode. Le nom de la page, c'est les super fans des Tigers de Guangdong. On vous invite à suivre la page. Vous pouvez justement interagir avec nous. Sinon, on demande à chaque semaine sur Twitter de partager avec nous, soit en message privé ou sinon dans les commentaires des publications, si ça vous tente, vos petites confessions, tout ce qui a rapport au monde du sport, des affaires qui vous passent par la tête. J'ai reçu des réponses pour ça et j'ai un grand plaisir de les partager avec vous. Donc, bien sûr, je vais les name drop. Il y en a qui sont un peu plus loufoques, mais certains sont très philosophiques. Donc, laisse-moi retrouver. Donc, pour commencer, j'ai mon bon ami Justin qui demande est-ce que vous pensez que les partisans exagèrent un petit peu des Canadiens de Montréal, bien sûr, exagèrent un petit peu avec des joueurs de la trempe de Samuel Montembeault et Arber Xhekaj, que nous autres, ou du moins le partisan moyen, va peut-être les percevoir comme étant les prochains sauveurs de l'organisation, tandis que pour les 31 autres équipes de la Ligue nationale de hockey, ce sont des joueurs relativement moyens. Je vais faire vite sur Samuel Montembeault. Je pense qu'on est moins un peu. Je pense qu'on a une représentation un petit peu plus juste. Je pense qu'il a prouvé qu'il est le gardien numéro 1 de cette formation-là. Avec Arber Xhekaj, j'ai peut-être un peu plus de réserve en ce moment. Ça reste, je l'avais déjà mentionné il y a quelques mois,
ça reste un défenseur qui n'a jamais été repêché, que ce soit dans la Ligue nationale ou même dans la Ligue junior de l'Ontario. Il est sorti de là à 20 ans avec la réputation du joueur junior le plus craint au pays. En théorie, ce gars-là n'aurait jamais dû être dans la Ligue nationale à 21 ans. Direct en sortant du junior après avoir été à la Coupe Memorial. On aurait dû envoyer ça à Laval. Et là, je comprends que c'est un peu un unicorn. C'est un... Il y a peut-être des petits... Une habilité un peu cachée, un peu. Je pense qu'il est capable de sortir quelques flashs ici et là. Ouais. Mais tu sais, on reconnaît Arbor Xhekaj pour sa robustesse, son côté intimidateur, sa capacité à jeter les gants quand l'occasion est propice, pas toujours tout le temps à tous les matchs. Et certains parlent que peut-être même le Canadien de Montréal aurait refusé un package deal incluant un choix de première ronde pour Arbor Xhekaj. Premièrement, j'ai un peu de misère avec ça. Je veux voir si c'est vraiment, vraiment vrai. De deux, si on est capable de donner un choix de première ronde pour Arbor Xhekaj, signez-le tout de suite. Kent, signe en bas de la feuille parce que moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on commence à connaître les faiblesses d'Arbor Xhekaj et qu'il commence à se faire expose. On l'a déjà renvoyé dans la Ligue américaine déjà cette année pour justement lui redonner un peu de confiance, du temps de jeu, etc. Si on attend trop et que son développement n'est pas aussi rapide qu'on anticipait, ben peut-être que sa valeur n'atteindra jamais un autre choix de première ronde. Donc, écoute, j'ai de la misère un peu, mais je comprends aussi que des fois, le côté bagarreur, le côté intimidateur, on aime ça à Montréal. On n'a pas eu souvent ça ici. Ouais. Fait que je comprends le lien d'attachement des partisans pour Arbor Xhekaj. Ça me fait un peu chier d'avoir une réponse un peu dans le même sens que Pop. Ça aurait été le fun d'un petit débat par rapport à ça, là, mais je suis un peu d'accord un peu avec ce que Pop a dit. Montembeault, j'ai même un peu tendance à penser qu'on le sous-estime. Genre, il est vraiment bon. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait cette année. Puis les stats avancées démontrent que ce gars-là est vraiment un bon gardien. Puis il le fait devant une défense derrière une défense qui est pas exactement très solide match après match. Je pense que ce gars-là est peut-être même meilleur qu'on peut le penser. Puis je trouve que c'est une bonne chose qu'il soit déjà sous contrat parce que sa valeur fait vraiment juste monter depuis un petit bout. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait ce gars-là en ville. Puis merci à Marc Bergevin d'avoir réclamé ça au balotage parce que ça aurait été grave. Imaginez, regardez Jake Allen qui est d'une primo joué 82 matchs cette année. Ouf. Puis Arbor Xhekaj, un peu dans le même sens que toi, Pop, dans le sens où tu disais peut-être que sa valeur ne reviendra jamais à ce qu'elle est en ce moment. On le voit un peu avec Justin Barron en ce moment, ça commence à arriver. On voit ses faiblesses et de plus en plus, ça commence à être connu. Ça fait quelques fois qu'on le renvoie à Laval pour qu'il ait travaillé là-dessus. Il revient, des bons moments plus difficiles, puis plus on attend, je vais bien croire qu'on attend pour comme, développer notre hiérarchie de défenseurs, mais plus on attend, plus ces gars-là, plus les faiblesses de ces gars-là vont être exposées, plus on va les connaître et plus la valeur de certains va diminuer. Je pense aussi que je l'échangerais s'il y a un choix de première ronde qui est impliqué ou un gros attaquant top 6 comme ça a été la rumeur. Ben, un attaquant au potentiel top 6 comme a été la rumeur cette semaine. Est-ce que c'est vrai ou non, je ne peux pas le confirmer. Mais si c'est vrai, surtout avec la congestion à gauche, je pense que je l'échangerais parce que ça va toujours être ça. Ça va toujours être un défenseur limité dans sa zone qui va avoir un certain potentiel offensif capable de frapper. Je pense qu'Arbor Xhekaj, peut-être que son avenir est à l'attaque. C'est ça que je pense depuis un petit bout. Je le vois comme ailier, puis je sais, mais pour moi, surtout si sa valeur est vraiment élevée, c'est le genre de gars que je penserais peut-être à échanger pour le Canadien. Justin nous a aussi proposé une deuxième question en lien avec le Canadien de Montréal. On parlait justement de Brendan Gallagher. Et lui, il a la question à 1 million de dollars ou, dirais-je bien, 6 millions de dollars. Je pense que tu t'en vas avec ça, toi. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec Brendan Gallagher qui clairement... Et ça, j'ai même d'autres amis là, cette semaine qui me disent à la blague, la meilleure chose qui va arriver avec la suspension de Brendan Gallagher, c'est les performances du Canadien. Le Canadien va être meilleur sans Brendan Gallagher. Maintenant, ça pose la question un peu plus large sur son contrat. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que on reste dans, je dirais pas dans les bonnes grâces de Marc Bergevin, mais est-ce qu'on honore la volonté de Marc Bergevin à laisser Brendan Gallagher finir ses jours à Montréal? Est-ce que tu cherches à domper son salaire, à l'échanger à une équipe qui veut
gagner puis qui est capable de prendre son contrat ou est-ce que c'est rachat puis that's it? Je vais y aller sur celle-là. Écoute, Brendan Gallagher, c'est effectivement un cas intéressant, 6 millions par année, 6,5 millions par année en fait, c'est beaucoup d'argent pour Brendan Gallagher qui ne joue plus à la hauteur de gars qui méritent de toucher 6,5 millions. Mais je regarde l'état du club en ce moment. On n'est pas encore prêt à être un aspirant et tout. Et quand je regarde ça, je me dis, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de le garder dans l'alignement, d'attendre que son contrat meure de sa belle mort. Il n'y a aucune équipe qui va payer pour aller chez Brendan Gallagher, même si on faudrait retenir une partie de son salaire, il faudrait payer un choix pour. Et en ce moment, si le Canadien était serré avec le plafond salarial, peut-être que j'y penserais. Mais là, en ce moment, l'échanger, ça coûterait du capital de repêchage, ce qui serait pas idéal. Racheter son contrat, ça amputerait le club à long terme, ce qui est pas idéal, considérant qu'éventuellement, on va vouloir dépenser plus, on va vouloir aller chercher des gros joueurs pour s'approcher du plafond salarial. À court terme, je le rachèterai pas, je l'échangerai pas rien, je le laisserai là. Évidemment qu'il a ralenti, mais pour une équipe en construction, il fait pas mal sur un troisième trio. Il est là, il remplit un chandail dans le PDK, puis il laisse les jeunes se développer à Laval. Je pense que pour le moment, c'est pas une décision qui est à prendre. Est-ce que ça devient une autre histoire cet été? Est-ce que ça devient une autre histoire l'été prochain? Peut-être. L'été prochain étant l'été 2025. Peut-être que l'été 2025, ça va devenir un moment intéressant pour penser au futur de Brendan Gallagher. Pour le moment, je le laisserai remplir un chandail et peut-être recommencer à offrir une certaine production, même si rendu là, je pense que c'est un peu utopique de penser que du jour au lendemain, Brendan Gallagher va redevenir un marqueur de même 20 buts dans la NH un jour d'ici la fin de sa carrière. Je consulte Cap Friendly en ce moment même qui calcule un peu ce qu'il ferait. Si on rachetait le contrat de Brendan Gallagher tout de suite, ça serait une économie de 333 333 $ pour le Canadien 2024-2025. Après ça, c'est un coût sur le plafond salarial, 2 666 667 pour jusqu'en 2030, excepté 2026-2027, où il coûterait 4,6 millions sur le cap salarial du Canadien de Montréal jusqu'en 2030. Là. C'est encore loin. Ça, c'est pour tout de suite. Probablement que le calcul est différent à la fin de l'année quand il va rester encore 3 ans de contrat. Mais en attendant, faut avaler la pilule. Des fois, il y a des équipes que des anciens régimes ont donné des mauvais contrats, puis faut toffer en attendant, puis serrer les dents, puis faire en sorte. Mais souhaitons que ça soit pas si pire que ça pour Brendan Gallagher, parce que comme j'ai dit, c'est un fan favorite depuis qu'il est arrivé à Montréal. Ça serait plate que ça se termine de même, qu'il devienne comme un genre de paria un peu pour sa fin de carrière. Puis s'il était un problème dans le vestiaire, comme genre Zach Parise et Ryan Suter l'étaient au Minnesota, là, ça vaudrait la peine de le considérer. On a avalé la pilule du rachat pour le Wild et ça coûte quoi? 15 millions au total, je pense, pour les deux. C'était 14-15 millions pour comme cette année ou l'année passée, je me souviens plus. C'est que ça coûte tellement cher. Puis eux autres, fallait que ça se fasse parce qu'il y avait vraiment un problème au niveau du vestiaire. Gallagher, je pense quand même qu'il n'est pas un problème au niveau du vestiaire. Je pense qu'il est plus un positif qu'un négatif à ce niveau-là. C'est sûr que c'est pas idéal sur la glace, mais je pense que pour le moment, c'est plate un peu, mais c'est d'avaler la pilule, de le garder un peu dans l'alignement. Puis peut-être qu'éventuellement, le problème va se régler par lui-même, qu'on va pouvoir l'envoyer sur les blessés à long terme s'il est obligé de prendre sa retraite, peut-être à la fin de l'année prochaine ou de l'autre d'après. Mais je pense que ce serait une décision un peu trop centrée sur le fait de le racheter, ce serait de penser trop actuellement quand l'équipe a encore besoin d'un peu de temps avant de penser à redevenir compétitive, selon moi. Donc, on attend pour ça. Dernière intervention que j'ai pour le Perron d'église, ça vient de nul autre que notre cher ami Nicolas Gaudet. Le God's Plan en personne. Le God's Plan. Nicolas Gaudet qui aussi étudiant du DM à 16 heures, travaille aussi au réseau des sports à 16 heures. En plus d'être certifié hater et ancien rédacteur chez... Agenda Pusher. Exact. Une légende et ancien rédacteur chez Alley-Oop 360. A été généreux avec moi, a droppé 3 hot takes pour nous autres aujourd'hui. La première concernant, encore une fois, le Canadien et la saison des échanges qui s'en vient. Sean Monahan, il a proposé 2 échanges. Le premier, soit pour Brad Lambert et un choix de 2e tour. Sinon, oui,
Sinon, il est allé avec Roger McGrorty et un troisième. Roger McGrorty, aucune chance. Moi, il n'y a aucune chance que, d'après moi, que les Jets se départissent de ça. Moi, je pense que la première option avec Brad Lambert, qui malheureusement n'est pas le fils de Pierre Lambert, ancien joueur du National de Québec, malheureusement. Mais j'y vais pour cette première option-là, c'est dans le cas de Sean Monahan. Écoute, moi, si on me donne les deux, je vais prendre McGrorty 1000 fois sur 1000, là, mais je pense que cette offre-là sera jamais disponible comme tu veux. Comme tu disais, il y a une autre équipe, moi, qui m'intéresse, les Rangers. On vient malheureusement de perdre Philippe Rittil pour le reste de la au niveau de sa remise de sa commotion cérébrale. On souhaite évidemment le meilleur. Il y a une chute très inquiétante sur la patinoire à son retour à l'entraînement. On espère pour lui qu'il va s'en remettre, mais ça reste que les Rangers veulent gagner maintenant. Et un gars comme Sean Monahan serait idéal pour leur troisième trio. Est-ce que Brandon Ottman pourrait être une idée? J'aime Brad Lambert. Si cette offre-là est sur la table du Canadien, oui, 1000 fois sur 1000. Mais je pense que les Rangers vont être agressifs aussi. C'est une équipe que je surveillerais dans le derby. Brandon Ottman, qui est un nom à surveiller, selon moi, si les Rangers devaient vraiment être intéressés par les services de Sean Monahan. Et notre cher Nick Gaudet nous a donné 2 autres hot takes très, 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 très bouillantes. A dit que le Canadien de Montréal allait remporter la Coupe Stanley d'ici les 3 prochaines années. Non. Extrêmement bouillant, considérant qu'on ne sait même pas quand est-ce que cette reconstruction-là va terminer. Dog, une vraie saison régulière, le Canadien n'a pas fait les séries pour une vraie saison régulière depuis le 2017. Mm-hmm. On gagne la Coupe Stanley dans 3 ans. Get the hell out of here. Non. Moi, si l'équipe fait les séries 2 fois dans les 3 prochaines années, je vais être content. Juste faire les séries. Même pas gagner une ronde, juste faire les séries 2 fois d'ici 3 ans, je vais être impressionné. Exactement. Et le dernier, les Raptors de Toronto gagnent un championnat d'ici 4 ans. Je vais lui accorder, parmi les 2 qu'il a donné, c'est lui qui aurait le plus de chances d'arriver. Oui. Ça me prend un gros choix au draft pour croire aux Raptors d'ici 4 ans. Faut qu'on aille chercher pas un autre Scotty Barnes, mais un autre joueur. Exact. Le plan. L'équipe actuelle est tellement loin d'un championnat avec les Raptors. Puis il y a des choix qui s'en viennent, mais il y a du stock à reconstruire. C'est pas l'état des Raptors en ce moment. Et je vais bien croire que c'est un beau terrain de reconstruction et tout, mais il y a de la job à faire avant de ramener cette équipe-là parmi les... À moins qu'il y ait un Kawhi Leonard qui devienne disponible à un moment donné. Le Kawhi Leonard 2, ça changerait les choses. Évidemment, ça changerait des choses pour les Raptors de Toronto. Mais d'ici 4 ans, ça va me prendre un gros choix au repêchage cette année pour croire un peu en les Raptors. In Grady Dick, we trust. C'est juste ça que j'ai à dire. Ça sera tout pour moi. Il y a encore un petit peu de développement à faire de son côté ici. Juste avant qu'on se quitte, 2 mentions spéciales que j'ai trouvées sur les internets pendant qu'on faisait l'émission. De un, on a eu droit à des images de Eminem au match 49ers et Lyon en train de donner 2 beaux majeurs dans les airs avec les pouces aux 49ers et à leurs partisans alors qu'ils étaient dans sa loge. Mais si je me trompe pas, ça a été pris en fin de première demi et malheureusement pour lui, ça a mal. La diss track va être légendaire. Je suis sûr que Eminem sort une diss track d'ici 3 jours. Je fais pas les règles, mais Taylor Swift est officiellement meilleur qu'Eminem considérant qu'elle est au Super Bowl et pas Eminem. Désolé Mio. My God. Ok. Coupe son micro. Coupe le micro à Félix. Je m'apprête à une chance qu'on termine ça. Et deuxième chose, vraiment drôle que j'ai vu, Kevin Durant est un habitué à Twitter et il y a eu des pourparlers avec l'organisation du PR des Nets de Brooklyn. Les Suns s'en viennent à Brooklyn prochainement. Est-ce qu'on fait une vidéo pour honorer, un vidéo hommage, une vidéo tribute en anglais à Kevin Durant pour le temps qu'il a passé là, puis Kevin Durant a fait, s'il vous plaît, non, ne faites pas ça, je ne veux pas une vidéo hommage. Mais honnêtement, au hockey, ils font le Canadien a fait un hommage à Mike Hoffman, Chris, je veux dire, au hockey, ce serait même pas une question, le gars aurait eu une ovation. Mais au basketball, sérieusement, respectez-vous un peu. C'est déjà qu'au hockey, ça n'a pas d'allure. T'honores un gars de 3e trio qui a joué 1 an et demi avec toi, là, respecte-toi un peu. Dwight Howard a déjà eu un vidéo hommage après avoir passé une saison avec les Hawks d'Atlanta. Ça, je tiens juste à dire ça.
Ça, je tiens juste à dire ça. C'était pas une grande saison, ça non plus. Non, exactement. Mais bref, c'est ce qui met fin à ce programme de la triple menace. Encore une fois, on est comme à 1h50, presque 2 heures. Et juste que c'est pas la mi-session. À chaque semaine, on se dit qu'on fera pas une émission aussi longue que la dernière fois depuis 3 semaines, puis on fait juste rallonger de quelques minutes à chaque fois. Est-ce qu'on est horrible? Non, ça va pas être si pire. On a un petit stock pour peut-être 1h15, 1h30, 1h40, 1h50, presque 2 heures. En tout cas, toujours est-il, je tiens à vous le répéter, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, chacun individuellement. Donc, quand même, je vais prendre la peine de vous donner quand même les handles Twitter, X, c'est comme vous voulez. Pour ce qui est de Forget, Félix, c'est comme au secondaire quand t'appelles le monde par leur nom, hey, Forget B. Donc, pour Félix, c'est F, Forget, barre en bas, LTM. Pour le cas de Pop, ça va être P, barre en bas, O, Poulain, en un mot. Et pour ma part, c'est Hey, I'm Emile, parce que je me suis trouvé vraiment cool quand j'ai fait ça à la fin de mon secondaire 1, quand je voulais suivre ce qui se passait ce qui passait dans la période des échanges, ouverture du marché des joueurs autonomes. Je voulais avoir les premières nouvelles. Au passage, mon premier tweet, je m'en rappelle encore, c'est Ciao Gio, quand Brian Giunta avait signé avec les Sabres de Buffalo, premier juillet 2014. Son premier tweet, ça a été Smoke le pack de Brian Giunta. Tough, quand même, tough! Ça, c'est mon premier tweet. Sinon, pour ce qui est de Facebook, je vous le rappelle encore, les super fans des Tigers de Guangdong, page Facebook où vous pouvez interagir, envoyer des memes, nous poser des questions. Publication qu'on va vous faire aussi. Aussi, annonce, puisque la semaine prochaine, la suivante, c'est le Super Bowl. On va vous rappeler quand même la semaine prochaine, mais la sortie de l'émission va être repoussée d'une journée. Donc, au lieu d'avoir l'émission qui va sortir le lundi comme à l'habitude, je vous donne le même message qu'à Noël. Passez-le pour vous péter la face et avoir du fun et avoir du bon football avec vos amis. Et on va se reprendre la journée d'après pour faire l'enregistrement de l'émission. On va vous publier ça le mardi suivant. Sinon, toujours à surveiller cette semaine. Si le Pro Bowl, c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Félix a un beau sujet pour vous la semaine prochaine pour ça, où on va reparler du Pro Bowl. Sinon, on continue à suivre tout ce qui est LNH et NBA, match des étoiles qui se rapprochent dans chacune de ces deux ligues-là. Pour ce qui est de la NBA aussi, prochainement, on va avoir une annonce pour les autres joueurs du match des étoiles. Pour ce qui est de la LNH... Il y a aussi Doc Rivers qui joue son premier match lundi soir, en fait. Qui entraîne. Il va jouer, ça va être malade. Ça va être Caddis, ça va être le point guard. Ça va être le Reggie Dunlop de la NBA. Doc Rivers qui va entraîner son premier match avec les Bucks de Milwaukee comme Paul ce Pierce. soir. Mais tu sais, comme Paul Pierce qui dit « Ah, moi, je peux jouer encore dans la NBA. » Tu peux ramener Doc Rivers sur le terrain. Sinon, période des échanges qui s'en viennent dans la Ligue nationale de hockey aussi. On va surveiller ce qui se passe de ce côté-ci. Qui vont être les vendeurs, qui vont être les acheteurs. Ça va être à suivre. D'ici là, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace. Et ciao, ciao! Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.